Vous allez vendre combien d'albums à l'époque avec Fatal? C'était énorme, ça passait en radio aussi, partout. Je sais pas, mais pareil, hein, ça paye encore des factures. T'as eu un mec qui t'a pointé un flingue dessus? Ouais, une nana de 80 piges, je rentre dans son appartement, je hurle avec un mégaphone. Et elle hurle tellement fort que ça fait sortir le gardien de sa loge. Il arme son pétard, il me le met sur la tempe. Il dit, bah non, tu vas fermer ta gueule, sinon je te colle une balle. Et moi, mon réflexe, je regarde mon caméraman et je fais... Tu t'es fait taper par Bernard. Ouais, c'est resté ce truc-là. La fille hyper vénère me dit, vous m'avez tendu un piège. Moi, j'arrive, je dis, Bernard, on est désolé, si vous voulez, on la réenregistre. Y a pas de problème. Il fait, on va rien enregistrer du tout, tu vas fermer ta gueule. Et il me met une énorme mandale avec ses grosses paliques. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Michael Youn qui va venir nous raconter son parcours, comment il a commencé dans le Morning Live, en radio d'abord, puis le Morning Live, et ensuite comment il a fait tous ses films avec les succès, avec les musiques notamment, comme il a fait Fatal, il a sorti des albums avec les Bratislava Boys, comment il a vendu des millions d'albums. Il va nous raconter comment il a failli mourir sur le tournage de Lucky Luke, comment il a découvert qu'il s'était fait tromper sur une couverture de magazine. Il va nous raconter un peu tout son parcours, tout ce qu'il a pu lui arriver aussi comme galère quand il a tourné toutes ses caméras cachées à l'époque. En tout cas, merci d'être là. Abonnez-vous juste avant qu'on commence si vous voulez bien. Ça prend 2 secondes et ça nous aide vraiment beaucoup. Plus vous vous abonnez, plus ça nous aide. Sachez-le, il suffit de cliquer sur s'abonner si vous nous regardez sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la commenter aussi. Et si vous voulez retrouver, on avait sorti le mug, je vous en avais parlé il y a quelques temps. Merci d'être si nombreux, on vous voit. À commander les mugs de l'émission. On a fait un shop pour vous tous, si vous voulez faire un cadeau pour quelqu'un que vous aimez, si c'est son anniversaire, si c'est les fêtes, c'est voilà, les fêtes en général. Vous pouvez offrir le mug de l'émission, le t-shirt, le sweat aussi qu'on a mis, et on a fait même les autocollants que vous pouvez coller sur votre voiture sur shop.legende-groupe.fr. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez commander tout ça. Voilà, on a répondu au message quand vous demandiez où on pouvait avoir le mug, parce que vous étiez nombreux à nous le demander, donc on a fait le shop. En tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux, et c'est parti avec Michael Youn maintenant sur Légende, on y va. Salut, c'est Michael Youn et je viens dans Légende pour raconter ma vie. Voilà. C'est parti. Bienvenue, Michael. Merci, Guillaume. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Oui, ça fait plus de 10 ans. La dernière fois que je t'ai vu, tu courais en maillot de bain autour d'une piscine en hurlant. Parce que je crois qu'on était en train de se battre avec de l'eau ou de la bouffe. On s'est croisés en vacances? Ouais, on s'est croisés en vacances à Saint-Tropez. Exactement. Ça fait bien longtemps. Ouais. T'as grandi depuis. Non, mais au sens propre et au sens figuré, t'as grandi. C'est gentil, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu connais un petit peu, tu vois ce qu'on fait ou pas? Bien sûr, je suis client. Je suis client quand les invités m'intéressent. Pas tous, c'est normal. C'est qui t'a intéressé, par exemple, bien sûr? Moi, j'aime quand c'est mes camarades. C'est vrai que voilà, Bourdon, ça m'a intéressé. J'aime bien quand c'est des légendes, en plus. Tu regardes plutôt les comédiens, du coup? En fait, je pense que c'est pas toujours très intéressant ce qu'on a à raconter. C'est pas parce qu'on te pose une question, c'est pas parce qu'on s'intéresse à toi que ce que tu as à dire est intéressant. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de mes confrères qui devraient peut-être un peu moins s'exprimer sur des sujets de politique internationale ou des sujets même de sociétaux. Parce que c'est pas plus intéressant que la plupart de ce que les gens pensent. C'est pas parce que tu as du succès que ce que tu dis est intéressant. Je crois qu'on a envie de savoir naturellement ce que les gens pensent quand on les aime bien. C'est un peu comme un copain, t'as envie de savoir. Alors toi, t'en penses quoi? Tiens, même sur un vêtement, tiens, tu penses quoi de ma tenue? C'est un peu pareil. Tiens, tu penses quoi de Non, mais moi, je préfère discuter fringues avec Jacques Rémus que qu'avec toi, par exemple. Mais j'ai rien contre ce polo. Hein. Tu n'aimes pas ce polo? Non, mais Bourdon, ça m'intéresse quand il parle de son expérience, de son parcours professionnel, etc. Après, quand Christian Clavier parle de politique, même s'il est extrêmement pointu, ça reste quand même juste une opinion, quoi. C'était très agréable de préparer ton émission parce que tu as fait beaucoup de choses. Et puis surtout, c'est vraiment passé de... Enfin, tu as fait plein de trucs drôles. Je passe du coq à light. Tu passes tout le temps. Tu as 51 ans aujourd'hui. Ouais. Au jour où on tourne l'émission, tu as fait Morning Live. Tu as vu une différence tout à l'heure quand un membre de mon équipe est rentré et tu as pris en photo avec un argentique. Un appareil photo avec une pellicule, tout simplement. Et il y a un autre de ses collaborateurs qui lui a dit « C'est ça qui fait les belles photos avec du grain. » Voilà. J'ai eu envie de le gifler. Non, mais... Il y a une différence d'âge. Non, mais c'est pas parce que tu regardes devant qu'il faut pas être au courant de ce qui s'est passé juste derrière, quoi. Est-ce que maintenant, les nouvelles générations, on
t'a connu avec le Morning Live, avec les films que tu as pu faire au départ, avec Fatal, etc. Est-ce que tu as des gens dans la rue qui te connaissent pour autre chose maintenant et qui te connaissent plus pour ça, qui t'ont connu sur d'autres films, les nouvelles générations? Il y a plein de gens qui me connaissent pas en tant que Michael Youn. Il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue et qui m'appellent Fatal. Non, c'est vrai? Ouais. C'est assez fou parce que j'ai plein de noms, quoi. Je m'appelle Fatal, je m'appelle Michael Youn, je m'appelle Morning Live, je m'appelle Stache Tache, je m'appelle Hey, montre-nous ton cul. J'ai plein de noms différents et je m'appelle surtout Michael Young avec un G à la fin. Ah, ils rajoutent tous un G? Et c'est le jour où j'ai choisi ce pseudo, j'aurais dû réfléchir à 2 fois, quoi. C'était pas le meilleur pseudo possible. T'as échappé au service militaire en te faisant passer pour un fou. Ouais. T'as failli mourir sur un toit. Je regrette d'ailleurs. De ne pas avoir fait le service militaire? Ouais, parce que petit 1, j'ai fait de la peine à mon père, qui m'a toujours dit la France m'a tout donné, toi t'avais une occasion de la remercier et tu l'as pas fait. Et il m'a fait la gueule pendant 6 mois. Il m'a pas adressé la parole. Et mon père est quelqu'un de très très cool. Et donc pour qu'il fasse la gueule, c'est que vraiment ça l'avait. Et puis parce que je pense que c'était pas le moment pour moi. J'étais pas prêt dans ma tête. J'ai toujours été contre l'autorité. Mais je trouve que aujourd'hui, je trouve que c'est pas bien. C'est pas pour le côté militaire. Je pense qu'il faut un service civil. C'est bien d'avoir ton opinion là-dessus, parce que là, t'as eu la génération qui l'a eu encore. Ah bah ouais, moi je voulais tout sauf y aller, quoi. Là, t'es venu pour parler d'un film, Certains l'aiment chauve, qui est dispo au cinéma, que t'as tourné avec Kev Adams. Ouais, qui t'embrasse d'ailleurs, il te passe le bonjour. On l'embrasse aussi. On a fait une émission avec lui qui était super d'ailleurs. Je sais pas si t'as pu voir un extrait de. J'ai pas vu Kev, non. Il a été vrai. Mais il est dense, hein, Kev. Hein. Il a déjà un parcours. On le connaît. Ça fait déjà 20 ans qu'il est là. C'est un gros bosseur. Ouais, gros bosseur. Et puis c'est surtout quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il réfléchit beaucoup à son métier, il réfléchit beaucoup à comment faire avancer les choses. Et c'est génial de pouvoir dire, comme tu l'as signifié à 51 ans, que tu peux encore apprendre tellement de choses. Et moi, à son contact, j'apprends. La vie passe vite ou pas? Quand maintenant tu as 51 ans, moi j'ai toujours l'impression que tu en as 30 en train de faire le Morning Live. Est-ce que ça passe vite là? Quand on a une vie chargée comme ça? Il faudrait qu'elle passe un peu plus lentement. C'est surtout que c'est pas qu'elle passe vite, c'est que tu rates tellement de choses pour consacrer du temps à des choses qui sont pas importantes. Je dis pas qu'être avec toi c'est pas important, je dis pas qu'être avec vous c'est pas important, mais regarder tes enfants grandir, il y a rien j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais mais une fois que c'est passé, c'est-à-dire ton interview, je peux la faire aujourd'hui, mais si on la fait pas aujourd'hui, je peux la faire demain. Voilà, aujourd'hui, c'est pas le cas, hein, mais mettons qu'il y avait le spectacle de mon fils. Ça, il faut pas le rater. Donc, j'ai passé un peu trop de temps à travailler, parce que c'est du travail passion, tu sais ce que c'est. On compte pas ses heures, on a envie de faire toujours plus, toujours mieux, perfectionniste. C'est quelque chose qui nous fait avancer. C'est-à-dire, sans ce boulot, et je sais que c'est la même chose pour toi, moi, je me sens pas vivant, je me sens pas utile. Donc, j'ai besoin de ça. Mais en même temps, je pense que j'ai raté pas mal de moments de famille, pas mal de moments où aussi, tu sais, t'es là physiquement, mais t'es pas là dans ta tête. Parce que tu penses à qu'est-ce que je vais faire avec les gens, comment est-ce que je peux faire avancer cette boîte, etc. Et t'es pas disponible. Oui, t'es sur ton portable, tu penses à autre chose, t'as une galère, tu réponds. C'est la fin de la vie. Le portable, c'est la fin de la vie. Moi, je dis toujours, mon ordinateur est mon ami, parce qu'il m'aide à créer, mais mon téléphone est mon ennemi. Ce qui m'empêche d'être tranquille. T'es dessus beaucoup? J'essaye de faire attention. Il y a des périodes où je me l'autorise plus, mais c'est vraiment pour du divertissement, quoi. Je le regarde comme... Voilà, dans les périodes où il y a beaucoup de foot, en général, je suis souvent sur mon téléphone. Ouais. On perd un temps. Est-ce qu'on le perd? Est-ce qu'on le perd? Oui. C'est la fameuse phrase, quoi. Je suis sur mon téléphone depuis 20 minutes et je me suis rendu compte que j'ai perdu 3 heures, quoi. Tes enfants t'ont déjà dit, papa, pose le téléphone? Ouais, bien sûr. Bien sûr, ils se vengent. Parce que le nombre de fois où je le dis... Ouais. Mais ma fille n'a pas encore le droit aux réseaux sociaux. Elle a 14 ans. Ouais, c'est pas normal. Le problème, c'est que si les autres les ont, le problème, c'est de ne pas suivre socialement les autres. C'est pas grave, je sais que je lui rends service. Elle m'en voudra, c'est pas grave. J'essaye de lui faire lire des livres. C'est pas facile. Le goût de l'effort. On est maintenant dans une société du tout de suite. Et l'effort, moi j'aime tellement ça, l'effort. C'est-à-dire quand tu passes... Tu joues au tennis? Un petit peu, oui, mais plus au paddle, moi. Plus au paddle? Ouais. Ah ouais, excuse-moi. Grosse passion paddle. Ouais, grosse passion paddle. Le paddle, c'est le tennis pour ceux qui savent pas jouer au tennis. Exactement. Pardon, excusez-moi. Justement, voilà, le paddle, c'est un très très bon exemple du tout de suite. J'ai envie de jouer avec une balle et une raquette et des partenaires, mais j'ai pas envie de me faire chier à 6 mois, 1 an de cours pour apprendre le coup droit, le revers, etc. Au paddle, vas-y, je m'amuse tout de suite, même si je suis pas bon. Tout de suite. C'est vrai, c'est vrai. L'effort.
C'est pour ça que je prends des cours de tennis à partir du mois de septembre. Mais effectivement, j'ai pas grandi avec dans un quartier où il y avait des terrains de tennis, il y avait plus des terrains de foot, et donc on va jouer naturellement. Et après, quand tous tes copains, où il y en a qui jouent au tennis, bah, du coup, t'as pas de niveau. On n'est jamais bon avant d'avoir passé à peu près 10 000 heures à faire quelque chose, quoi. Donc toi, tu as dû passer 10 000 heures à faire des interviews, ça c'est sûr. Je sais pas combien, mais en vrai... Mais donc c'est pour ça que maintenant, en interview, t'es bon. Au début, je l'étais pas du tout. Ouais. C'est pas évident d'être à ta place. Parce que moi, j'ai déjà été à ta place et j'aime pas ça. C'est vrai? J'ai trop d'ego. Je préfère qu'on s'intéresse à moi que m'intéresser à l'autre. Non, mais je l'avoue, quoi, évidemment. C'est très difficile de mettre les autres en valeur. Moi, ça me plaît. Ouais, c'est normal, tu t'appelles comme ça. T'es très vif, hein, bien joué. C'est mon métier. 2 décembre 73, tu vas naître à Suresnes, juste à côté de Paris, donc en région parisienne. Ton papa a pas emmené ta maman à la maternité, j'ai noté, le jour où elle a accouché. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, hein, d'ailleurs. Pourquoi je l'ai découvert il y a pas longtemps? Non, mais pourquoi il l'a pas emmené? Parce que je crois qu'il était occupé, il bossait. Donc voilà, c'est dans notre colonne vertébrale dans cette famille. Il bossait, je crois que c'est mon oncle ou ma tante qui ont amené ma mère à la maternité. Après, mon père est forcément venu me voir à un moment ou à un autre. Hein. Mais je pense que c'était pas des choses très importantes pour lui. Et d'ailleurs, tout au long de notre vie de famille, il nous a montré que c'était pas quelque chose de fondamental pour lui. Le sentiment. Pas la famille, hein, mais le sentiment. Voilà. Ils n'étaient pas artistes, tes parents? C'est quoi, pas du tout, pas du tout. Mon père était psy, prof de maths, puis psy, puis après il faisait un métier qui n'existe plus du tout. C'est vraiment des métiers des années 80. Il organisait des stages dans les entreprises pour améliorer la productivité et les relations entre les cadres. Donc il leur faisait faire des jeux de rôle. Alors toi, tu es l'intervieweur, et moi je suis l'interviewé, et puis on va changer pour que chacun se mette à la place de l'autre. Une sorte de séminaire, quoi. Ouais, c'est ça. Il les faisait se déplacer pendant toute une journée avec des grandes tiges en bois comme ça. Tu vois, c'est comme si on avait une tige tous les deux. Et il fallait qu'on apprenne justement à être de concert pour jamais laisser tomber le bâton ensemble. Des métiers qui n'existent plus maintenant que les entreprises n'ont pas d'argent. Ils ont fait, vous savez quoi, on va licencier tout le monde, ça va être plus simple. Voilà. Et ma mère, chef du personnel, donc quelqu'un de plus carré, discipliné, plus dur, plus exigeante. Et comment tu te retrouves? On va en parler, mais là, je te vois en photo en salopette. Je vous mets une photo de Michael, une photo de classe, hein, que tu avais postée il y a très longtemps. Ouais. C'est bien toi ici, c'est ça, hein? Bah, j'imagine, ouais. En salopette avec un t-shirt jaune. Pourquoi c'est interdit, les salopettes? Il y a beaucoup... Non, c'est pas... Ça n'existe plus. Les salopettes? Bah ouais, je viens d'en acheter une sur Temu. Ah bon? Ouais. Une salopette camouflage que j'ai payé donc forcément Temu, et elle me va à ravir. Bon, je la lave une fois, après ça me fait un short. J'ai jamais commandé sur ce site. Bah écoute, c'est pas un placement de produit du tout. Non. Je pensais que c'était une arnaque. C'est un peu relou, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as rentré ton mail derrière, il t'envoie tout le temps des relances pour gagner des trucs. Vous avez un crédit de 100 €, alors que c'est pas vrai en fait. T'as 100 € à dépenser, mais oui, on va t'en prendre 200 quelque part. Mais c'est pas une arnaque. Le site et c'est vraiment pas cher et tu reçois vraiment quelque chose. Ouais, véridique. J'ai jamais su si c'était un vrai site ou pas, c'est ce genre de site-là. Est-ce que c'est un peu du dropshipping? Est-ce que c'est C'est un peu ça, mais j'ai osé. J'ai acheté. T'étais dans un quartier, il y a beaucoup de filles dans ta rue. Que des filles. Mon premier pote est arrivé, genre quand j'avais 12 ou 13 ans. Sinon, j'ai toujours été qu'avec des filles, quoi. Et ça n'a pas changé grand-chose à mon comportement ni ma personnalité. Comme quoi, ce que racontent certains. Ah oui, t'étais élevé avec des filles. Non. T'en as un peu marre parfois dans les médias de ce que les gens vont dire, vont mettre en commentaire, cette nouvelle manière sur les réseaux sociaux de pas être bienveillant tout le temps. Tu lis pas? Non. C'est vrai? Je lis pas les commentaires. Jamais. Depuis 2006. Depuis que j'ai fait une sortie complètement ratée, je m'étais fait assassiner par la critique sur un film qui s'appelait Incontrôlable. Depuis que j'ai fait une sortie complètement ratée en voulant dire que vous pouvez dire ce que vous voulez, c'était complètement con. Non, je disais il faut du talent pour en trouver aux autres, etc. C'était des phrases un peu toutes faites. Je me suis fait massacrer. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé que je lisais plus les critiques, ni les mauvaises, ni les bonnes. Voilà. Et tu t'en portes très très bien parce que quand tu ne lis pas les mauvaises critiques, tu as plus de joie. Et quand tu lis pas les bonnes critiques, t'es plus réaliste et tu évites la flagornerie. Donc c'est pas mal. Comme t'étais un peu foufou, Morning Live, on en reparlera tout à l'heure, mais je crois que t'as des mecs qui étaient un peu très à l'aise avec toi dans la rue quand ils te croisaient. C'est-à-dire que t'avais des fans, pas comme tout le monde, t'avais des fans
Très à l'aise. J'avais des fans, je suis au resto à Marseille, le mec passe derrière, il m'écrase la tête dans ma bouillabaisse. T'es en train de bouffer tranquille. Ça t'est vraiment arrivé, ça? Ah ouais, bien sûr. Attends, mais tu t'engueules pas avec le gars? Ah bah ça, oui, si, forcément. Il te connaît pas, il t'écrase la tête? Ça, forcément. Et après, le gars, il te dit, ah putain, arrête pas pour la déconne, Michael Yoga. Non, mais frère, quand même, là, tu m'as pété le nez, quoi. T'es avec ta mère en train de déjeuner, une banque de potes qui passe et qui se foutent les fesses à l'air. Alors ça, c'était le côté positif. Et puis j'ai eu aussi ceux qui m'aimaient pas. Je me souviens encore au Citadium d'un mec qui me balance une canette de bière pleine dans la tête. Déjà, qu'est-ce que tu fous à Citadium avec une canette de bière, déjà? C'est pas un endroit pour boire. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il me fait, parce que ce que tu fais, c'est pas bien, quoi. T'es pas respectueux. Et je lui dis, parce que c'est respectueux de balancer des canettes de bière. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup de... T'as des mecs, parfois, pas gentils qui viennent. Ouais, c'est arrivé, mais c'est de moins en moins. Oui, maintenant... C'est de moins en moins parce que, je suis devenu un ancien, ça y est, quoi. Je sais pas si c'est un ancien, c'est juste que maintenant, t'es comédien, tu fais des films. Parce qu'avant, t'allais provoquer. Ouais, mais c'est normal. Quand tu provoques... forcément, tu veux susciter une réaction épidermique chez les gens, et puis quand tu la provoques, tu fais, ah ouais, non, mais... Et ça, je m'en suis rendu compte plus tard. Moi, ce que je faisais quand je faisais de la provoque, quand je suis rentré avec mon mégaphone en string, que j'ai défoncé, je voulais, comme toi à une époque, je voulais faire mon trou. Je voulais arriver dans ce truc parce que je sentais que c'était ma place et que là, j'allais pouvoir m'épanouir. Et j'ai pas réalisé qu'en fait, ce que je voulais, au fond, c'était que les gens m'aiment. Et je lui dis, mais quand tu fais ça, les gens vont pas t'aimer. Il y en a qui vont aimer, mais pas le plus grand nombre. Tu vas être polarisant, quoi. Il y a des gens qui vont te détester, d'autres qui vont t'aimer. Voilà. Ouais. Ça, c'est souvent les politiques qui ont ça. Ils ont des gens qui les adorent, ceux qui votent pour eux, et les autres... De moins en moins, malheureusement. Et les autres, ceux qui les détestent. Ouais. Et... C'est important, la politique. Il faut que tu le dises, toi, à tous ceux qui te regardent. C'est important. Ça veut pas dire qu'il faut s'intéresser à un tel ou un tel, mais il faut s'intéresser à la politique. Il faut voter, il faut que vous ayez votre opinion, et il faut surtout susciter des vocations. Il faut que dans la nouvelle génération, il y ait des gens qui aient envie d'aller se présenter, d'aller faire des trucs. Il faut, quoi. D'aller prendre le lead. Ouais. Honnêtement, sincèrement. C'est quoi ton opinion sur la politique sans donner... on s'en fout pour qui tu votes? Puis alors là, tu peux me cuisiner pendant des heures, tu sauras pas si je suis de droite, de gauche, du centre, d'extrême gauche, d'extrême deuxième droite, tu sauras pas. Non, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans le système? Qu'est-ce que toi tu vois, un truc simple qui pourrait... Il y a un truc... Tu dis à chaque fois, ça serait pas compliqué. Non, il y a un truc qui m'énerve, moi, c'est les droits de succession. Je trouve ça atroce. Donc évidemment, pour les multimilliardaires, oui, je vois la finalité du truc, mais mes parents, par exemple, ils ont une maison. Ils ont travaillé toute leur vie pour se payer cette maison. Cette maison, elle a été construite avec des impôts qui ont été payés. Déjà toute sa vie, toute leur vie, ils ont payé. Voilà, il y a déjà 50% de cette maison qui... Enfin, il y a une maison et il y a eu deux maisons pour qu'il y en ait plus une. Le crédit. Voilà. Et aujourd'hui, cette maison, quand ils vont me la léguer pour pouvoir la garder, si je n'ai pas les moyens, je vais devoir la vendre pour pouvoir la garder. Attendez. Un truc que je comprends pas. Voilà, tu l'as donné, redonné 30%, 20, 30, 40, ça dépend. Parce que bon, c'est un peu du rail, quoi. Bon, après, il y a tellement d'évasion fiscale en France, il y a des choses à faire aussi. Je pense qu'il faudrait consacrer plus d'argent à l'éducation, parce qu'on oublie que c'est là que tout se construit. Je pense qu'il faudrait rétablir le service civil. Voilà, tout à l'heure, on parlait du service militaire. On va en parler après. Moi, je crois au service civil. Et puis, j'aimerais tellement qu'on... Mais je vais faire ma Miss France. J'aimerais tellement que la société soit plus paisible. J'aimerais tellement que ce soit moins violent. J'aimerais tellement qu'on se dise qu'on s'aime, qu'on a beaucoup plus à partager ensemble. Que la France, moi, est un pays que j'aime profondément. J'ai voyagé partout dans le monde. J'aime la France. Vraiment, j'aime les valeurs de la France. J'aime son histoire. J'aime ce qu'elle dégage. J'aime m'être en France. Et je voudrais qu'il y ait plus de gens qui le disent. Je voudrais la France, en fait, faut arrêter de dire il ou eux ou en France on s'aime pas, etc. Oui, parce que la France, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. On est tous des composants de cette France. Et c'est à nous aussi de se dire qu'on s'aime et qu'on aime cette société où il y a de la liberté, où il y a du plaisir. C'est quand même le pays du kiff, quoi. On a inventé la bouffe, on a inventé la mode, on a inventé le missionnaire, on a inventé le 69. C'est nous qui avons inventé le 69, c'est français. Ah bon? 69. Comment tu dis dans les autres langues? 69. T'as des grands-parents, t'as plein d'origines différentes. Ouais. Hongrois, grands-parents hongrois, italiens, juifs marocains, juifs algériens.
Ta maman est catholique pratiquante. Ouais. Tu as été élevé comment? Dans quel Dans un mélange vraiment ou... J'ai été vraiment dans la laïcité. Ma mère allait à l'église le dimanche. Mon père allumait une bougie le vendredi. Et moi, entre les deux, bah, je me branlais devant le porno de Canal. Donc, tu vois, ce mec, il est fou, ce mec. Non, mais non, mes parents m'ont jamais forcé à aller au catéchisme, ni au cours du Talmud, quoi. Donc, du coup, moi, j'ai rien fait de tout ça. C'est assez personnel, mais on peut en parler parce que c'est pas non plus. Voilà, je suis pas religieux, je suis pas pratiquant, je crois pas en Dieu. On va dire que je suis agnostique. Je crois dans un espèce de point d'interrogation, un mystère de l'univers. En revanche, je suis ravi quand il y a des gens qui sont croyants. Je crois au fait de croire. C'est-à-dire que si de croire en quelque chose vous donne des règles de vie, vous donne une hygiène, vous donne une motivation, une foi, tant que c'est pas un mec avec une barbe blanche qui est là-haut et qui vous dit ce qu'il faut faire ou pas faire, ça va. Si ce sont des... Voilà, je crois dans la religion dans ces termes-là. Mais moi, je ne fais rien du tout. Tu te poses la question de ce qu'il y a après, quand tu as 51 ans, tu dis, tiens, j'arrive dans la deuxième partie de ma vie, qu'est-ce qui va se passer après? Je sais ce qui se passe après. La lumière s'éteint. Non, mais... Ah oui. Mais pourquoi est-ce que nous, on aurait un sort différent des autres? Tu crois que quand on tue une vache pour en faire un burger, tu crois que la vache, elle va au paradis de la vache et que là-bas, c'est délire? Et que toutes les vaches sont là et qu'est-ce que ça boit, une vache, d'abord? De l'eau. Ouais, c'est bien, t'as pas répondu du lait. Je commence à te connaître. Non, quand t'écrases une fourmi parce que elle est sur ton bras, elle va pas au paradis de la fourmi. Non, je pense que là, c'est ma conviction. Ouais, bien sûr, mais en tout cas, chacun sien. Non, mais c'est bien. J'espère qu'il y a rien derrière. C'est vrai? Ouais, parce que s'il y a quelque chose derrière, je suis dans la merde. S'il y a un mec qui nous attend dans son bureau et qui fait alors, Michael Youn, eh ben dis donc, oulala. Eh ben, dis, c'est pas bien tout ça. Non, j'espère, parce que depuis le temps que je lui manque de respect, s'il existe vraiment l'au-delà, je suis dans la merde. Donc je prie pour qu'il n'y ait rien. La lumière s'éteint et... T'as fait des conneries étant jeune? Ouais. Parce que Morning Live, c'est devant la caméra, t'avais envie de réussir. Non, et puis c'est du spectacle. Même si c'est des conneries, c'est organisé. Ça veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire que je le fais pour une caméra, que au pire, si je me fais choper, la production va m'aider à sortir du commissariat. Alors, plein de fois, ça a dérapé, t'en parlais en introduction, mais c'est pas ce que j'appelle des conneries. C'est du spectacle de conneries, mais c'est du spectacle. J'ai aussi fait des conneries sans les caméras. C'est des choses plus... Je vais pas dire plus regrettables, parce que ça a été constitutif, mais il faut faire attention, on en parlait tous les deux... Avant que la vidéo commence, la vie est hyper fragile. Hyper fragile, ça tient à rien. Moi, j'ai tutoyé la mort plein de fois, sans m'en rendre compte, et a posteriori, tu fais, mais putain, la peine que tu fais, parce que toi, tu t'en vas, c'est pas grave, la peine que tu fais à tes parents, la peine que tu fais à tes proches. Tes enfants. Ouais. Tes enfants, voilà. C'est pas dans... voilà. Donc, il faut faire extrêmement attention. J'ai fait des conneries, j'ai tutoyé la mort, je passais par des fenêtres pour faire des pranks à des potes, alors qu'on était à 25 mètres du sol. J'ai pris de la drogue dans des endroits où il fallait sans doute plus boire du lait qu'autre chose. Je me suis bagarré, j'ai fait des gardes à vue, je me suis fait éclater la gueule, j'ai tapé des gars que j'aurais pas dû taper. Enfin, j'ai été vraiment un enfant extrêmement turbulent. Et le jour où j'ai réussi à trouver ma voie, je peux t'assurer que mes parents, ils ont repris 2 fois des nouilles. Hein. Ah, ils étaient contents, quoi. Qu'est-ce que tu as eu besoin de soigner? Pourquoi t'es élevé dans une famille, tu disais, tu vois, sur plusieurs cultures, bien élevé. C'est justement ça. Comment ça se fait que d'un coup... C'est parce que je pense que on se construit en opposition. Parfois, pas tout le temps, c'est pas systématique. Mais mes parents, ma mère est donc d'origine italienne. Au sortir de la guerre, les Italiens en France, ils se font appeler des sales Rital en permanence. Ma mère Rital, c'était son nom de famille. Voilà, sale Rital. Mon père, pied noir d'Algérie, donc déraciné. Quand ils sont arrivés en France, les deux, ils ont voulu une seule chose, rentrer dans le moule, que ça dépasse pas, qu'ils se fassent pas traiter de Rital ou de pied noir. Donc mes parents sont les gens les plus polis, les plus discrets, ils ont jamais eu un problème avec l'État, jamais eu un problème avec les impôts, rien, il y a rien qui dépasse. Et donc moi je vois ça et je dis mais quand est-ce qu'on est rebelle dans cette famille ?
quand est-ce qu'on met un coup de pied dans la fourmilière. Donc, forcément, ça a frotté, parce que je me suis construit par rapport à ce que n'était pas, quoi. Ouais, t'as été à l'inverse de ce que t'as... De même que je regarde mes enfants, pour l'instant, ils n'ont pas du tout envie de faire des conneries. En tout cas, de bosser dans le monde du spectacle, quoi. Pas du tout. Ils veulent faire du business. Non, mais faire des conneries, c'est une chose. Toi, t'as fait des conneries en étant ado parce que t'as eu des parents sévères. Parfois, il y en a dans des... Ils n'étaient pas sévères. Enfin, ou... Le pire, c'est qu'ils n'étaient pas sévères. Équilibrés, on va dire. C'était vraiment... Ils étaient classe moyenne, parents normaux, quoi. Bonne éducation, ma mère qui suivait mes devoirs, mon père qui avait une philosophie de vie très intéressante, qui m'a toujours beaucoup parlé, qui m'a fait part de toute son expérience, etc. Je pouvais pas être un garçon plus équilibré. C'est important de comprendre aussi pourquoi tu as fait ce métier. Parce que là, tu as fait des conneries jeunes, mais pourquoi tu es allé chercher de l'amour auprès de... Parce que quand on fait ce métier, c'est qu'on a un truc à soigner. C'est tous les gens. Je sais pas si c'est un truc qu'on a à soigner. En tout cas, tous ceux qui font ce métier, c'est qu'à un moment, ils se sont dit, j'ai besoin d'amour et j'ai besoin qu'on me le témoigne. Donc, je vais aller sur les planches et vous allez m'applaudir. Je vais aller au cinéma et vous allez me dire que je suis super. Je vais aller chanter et vous allez crier mon nom. C'est bizarre. C'est bizarre. Je crois que il y a quelque chose qui trait à l'ego, et puis il y a aussi une volonté de se donner en spectacle, quoi. Il y a forcément un truc un peu narcissique, forcément, quoi. Oui, narcissique, en même temps, c'est le pire métier pour l'ego. C'est-à-dire que dès que tu as une galère, un machin, un truc, tu disais, un film qui ne marche pas, c'est Ce qui est sûr, c'est que si tu fais ce métier pour aller mieux, tu vas aller moins bien. Non, mais... J'ai vu très peu de gens équilibrés dans ce métier. Il faut être hyper solide. Sinon, ce métier te broie ta psychologie et te fait rentrer de plein pied dans la dépression. Regarde Diams, elle était au sommet du succès populaire. On a rarement eu une artiste qui s'est exprimée aussi librement et qui a touché autant de gens. Et pourtant, ça l'a démolie. Elle supportait plus que dans la rue, on lui fasse hey, Diams, parce qu'en plus, mais Diams, c'est pas moi, je suis Mélanie. Donc, c'est vraiment un métier, il faut être hyper solide. Je le dis souvent quand je rencontre des jeunes qui me font ouais, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, parce que bon, j'ai fait une tentative de suicide, là, je suis dans la scarification. Je dis attention, hein, ce métier va pas du tout arranger tes problèmes, quoi. Au contraire, ça va les aggraver. Ou alors, il faut être très solide chez soi aussi. J'ai l'impression que les grands que j'ai rencontrés, ils ont quand même une vie assez stable chez eux. C'est comme les footeux. Tu sais, il faut être marié très jeune. Giroud, pour ceux qui suivent un peu le foot... On a reçu Giroud à l'époque. Qui était l'entraîneur. Et je crois aussi, d'ailleurs, de la JOCR. Djibril Cissé, dès qu'il l'a eu, à 17 ans, il lui a fait rencontrer une gonzesse, et hop, vous vous mariez, vous faites des gosses. Enfin, je sais pas si c'est le cas de Djibril, mais il les a mis, il mettait les joueurs de foot très très jeunes avec des nanas, comme ça, au moins ils sortaient plus, ils étaient à la maison avec des gamins, et ils allaient pas boire des coups au pub. Juste avant de parler de ta première fois, que c'est original, à l'école, t'étais comment? Juste pour comprendre un peu le parcours, et puis après... Assez calme jusqu'à 13 ans, parce que j'étais dans des écoles de garçons. Mes parents m'avaient mis dans des écoles de garçons. Et à partir de 13 ans, ils m'ont mis dans des écoles mixtes. Et là, je suis parti en toupie. J'ai découvert les filles. Waouh! C'était génial comme concept. Donc, c'est là que j'ai eu envie d'être drôle, parce que j'ai bien vu qu'elles ne me regardaient pas pour autre chose. Et comme je ne savais pas être drôle, qu'est-ce que j'ai fait? Je faisais des conneries, quoi. Donc, je suis devenu extrêmement turbulent à partir de 13-14 ans, mais toujours très, très bon élève. Premier de la classe, c'est vrai bac avec mention, études supérieures. Et le bac avec mention? Ouais. Ah, bien joué. Bac C, maintenant bac S, je crois que ça s'appelle. Prépa HEC, école supérieure de commerce. J'ai toujours été plutôt un très bon élève. T'as bossé, quoi. Ouais. Mais j'aime bien le travail. T'as toujours bossé? J'aime travailler. Et je le disais tout à l'heure, j'aime l'effort, j'aime comprendre, j'aime analyser, j'aime lire, je suis curieux. C'est parce que t'as fait des trucs drôles, ou des caméras cachées, etc., que tu bossais pas derrière. Parce que les gens, souvent, ils se disent, tiens, on peut se dire, tiens, c'est spontané, il y avait de la drôle, mais ça bosse dur. Plus tu bosses, plus tu peux être spontané. Première fois, ta première fois avec une fille. Elle est folle. Une fille avant, elle est un peu originale, apparemment. Elle est pas très recommandée. Hein. Elle n'est pas très recommandée. C'est-à-dire que la première fois, c'était avec une fille et son mec. Bon, j'étais consentant, je préfère vous le dire, j'étais consentant. Et c'était pas ouf. Hein. Moi, en tout cas, j'étais pas très bon. Ah oui? Non, je m'en souviens, elle m'a dit déjà.
Ah oui. Je me souviens du déjà. Bah ouais. Surtout que j'ai crâné, quoi. Comment tu les rencontres? C'était dans un club de vacances. Elle était à poil il y avait un grand hammam. Elle était à poil dans le hammam. Et moi, j'étais avec un pote, je la regardais comme ça. Elle était physiquement très attirante, quoi. Et puis, je la vois, elle commençait un peu à se toucher, machin. Moi, j'étais avec la serviette. Et elle vient s'asseoir à côté de moi. Elle me dit des obscénités à l'oreille, donc je préfère même pas répéter les termes. Bien sûr. Ouais, un truc du genre, j'aimerais bien que tu me la mettes. Tout ça, quoi. Des trucs normaux, quoi. Normaux. Moi, je crâne et je lui dis, ouais, c'est quoi ta chambre? Elle me fait Couscoussier 42. Tu sais, c'était des villages vacances avec des noms improbables. Et je me pointe à la chambre et là, elle arrive à l'heure dite avec son mec. Je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu fais? Elle fait, non, moi, pas de problème. Je vais pas vous faire l'accent, mais ils étaient belges. D'accord. Pas de problème. Moi, je veux juste regarder ma femme se faire prendre. C'est ça mon kiff. et donc, voilà, on a fait ça à 3, quoi. Enfin, moi, j'ai fait ça les 15 premières secondes à 3 avec elle. Enfin, avec lui qui regardait. Et après, lui, il s'occupait de sa femme. Et puis moi, j'attendais que ça revienne. J'attendais que ça revienne et puis ça revenait pas. J'avais juste qu'une envie, c'était me barrer, quoi. Ça, c'est la première fois. Donc, qu'est-ce que tu veux, avoir une sexualité normale après ça? Ça te dérègle, hein? Bah, forcément. Donc, depuis, je suis dans la recherche de cette partie à 3, quoi. C'est assez rare, d'ailleurs, de commencer par un truc un peu... Un peu taré, ouais. Tu vas avoir une expérience catastrophique. La deuxième aussi, tu disais? Ouais, j'y arrive pas, la deuxième. La deuxième, étant donné que j'avais déjà fait ça une fois, mais que c'était elle qui avait pris les choses en main, je pensais que c'était assez simple. Et donc, j'arrive pour la deuxième fois, je tombe sur une nana qui était pas plus douée que moi, quoi. Et donc, elle attendait comme ça, puis moi, j'étais sur elle, j'attendais aussi que les choses se passent, et ça ne se passait pas. Faut vous mettre dans la tête aussi que c'est une époque où il n'y avait pas de porno. Non pas qu'il n'existait pas, mais en tout cas, on n'y avait pas accès. C'était des cassettes où il fallait voir Canal+ à l'époque. Il y avait... Tu vois, il fallait avoir beaucoup de courage pour oser aller chez le marchand de journaux, pour dire, je vais vous prendre Le Monde, L'Équipe et New Look. Voilà, fallait... Il y avait des magazines, effectivement. Voilà, c'était les magazines. Aujourd'hui, c'est en open source, t'as qu'à te dire, c'est fou. Oh, j'ai 18 ans, clique. Et c'est pas normal. D'ailleurs, ça va pas faire plaisir à pas mal de tes viewers, quoi, mais moi, je milite pour la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est une plaie, quoi. De l'anonymat, ouais. Ouais. Les pseudos, t'as le droit d'avoir un pseudo, mais il faut que derrière, en un clic, si la police savoir veut ton identité. Ouais. Parce que l'anonymat, c'est la pédocriminalité. C'est la violence, c'est la haine, c'est le racisme, c'est les usurpations d'identité. C'est un mec qui s'appelle Gérard, qui a 45 ans, qui se fait passer pour Delphine, 16 ans. C'est important d'avoir sa carte d'identité quand on ouvre un compte obligé. Un truc qui est tout con, c'est que pour louer un scooter dans Paris, via l'application, tu es obligé de mettre une pièce d'identité. Et pour t'exprimer sur la politique internationale, il n'y a pas besoin de pièce d'identité. Alors que tu peux raconter des horreurs, tu peux véhiculer des fake news. Il y en a de plus en plus maintenant avec l'intelligence artificielle. Avec les pays, l'ingérence étrangère qui essaye de faire passer des trucs, ça c'est vraiment un fléau en ce moment. Mais bon, de toute façon, c'est pas moi qui vais lutter contre ça. Le monde va continuer à avancer à fond dans cet anonymat sur les réseaux sociaux jusqu'au moment où ça va devenir infernal, où on va se rendre compte qu'on va être 8 milliards sur Terre et rien que sur X, il va y avoir quoi, 25 milliards de comptes. Les gars, vous voyez bien que ça marche pas, quoi. Tu parlais tout à l'heure, au début d'émission, de l'armée. Tu disais que tu avais voulu te faire réformer volontairement. Ouais. T'as pas voulu faire le service militaire, Non. tu t'en veux aujourd'hui? Ouais. Oui, parce que je pense que c'est un vrai creuset, pour utiliser un terme un peu désuet, un vrai mélange, un vrai melting pot. C'est-à-dire qu'à l'armée, il y a tout le monde. Il y a celui qui vient d'en bas, celui qui vient d'en haut. En tout cas, voilà, au même endroit. Il y a celui qui vient de Guyane, et comme celui qui vient d'Auvergne. Il y a celui qui est de droite avec celui qui est de gauche. Et tout ça est mélangé et ça aide à se comprendre. Alors, je suis pas pour la guerre, hein, Miss France. Non, mais je suis pas spécialement pour l'armée. Je trouve ça bien que la France ait une armée pour dire attention. Surtout en ce moment. Si vous voulez nous... Ouais, surtout... Ouais. Enfin bon, je pense que la Russie... L'Allemagne, il lui a fallu 3 semaines pour nous envahir. La Russie, je pense, encore moins longtemps. Mais je pense qu'un service civil, ça ferait du bien à tout le monde. En plus, on a besoin qu'il y ait des gens qui fassent des choses pour le pays, que ce soit, ne serait-ce que tu vois, sur l'écologie, sur l'humanitaire, sur le social. Il y a tellement besoin. Il faudrait un service mi-civique, mi-militaire. Non, même pas. Enlève le service militaire. Non, mais t'es pas obligé de tirer, mais en tout cas, t'apprends à respecter des service règles, civil, trucs, et puis voilà. tu pourrais... Et puis on apprendrait plein de choses.
Non, bon, après, je te dis, je suis pas homme politique. Faudrait faire un service, je pense. Hein, et en plus, excuse-moi, ça t'apprend un truc, c'est que tu n'as pas que des droits, tu as aussi des devoirs. Et c'est ça une société, c'est ça un pays. Là, on est en train de dire, mais moi j'ai le droit de dire ce que je veux, j'ai le droit de faire ce que je veux. T'as aussi des devoirs, on n'a pas que des droits. Alors c'est bizarre venant de ma part, parce que je suis un trublion qui fait des tas de conneries, donc c'est bizarre d'entendre ce truc-là. Mais je pense qu'on se doit à tous du respect, de la bienveillance, et c'est ce qu'on appelle un devoir. Tu sais, j'y ai pensé un soir avec des amis, j'ai dit, putain, mais comment est-ce qu'il faudrait faire, quelle est la meilleure solution, etc. Et en fait, on s'est dit, il faudrait faire un service civique. En tout cas, si j'avais aujourd'hui le pouvoir et que je devais faire quelque chose, c'est ça que je ferais. C'est un service civique où les gens vont 2 semaines, tu vois, tu fais 6 mois, par exemple, pour tous les mecs qui ont 18 ans, enfin tous les jeunes qui ont 18 ans, ils vont 6 mois en stage, ils font 2 semaines avec un prof, binôme avec un prof, et ils s'accompagnent pour comprendre en fait ce qu'ils vivent aussi. 2 semaines avec la BAC, 2 semaines avec le SAMU, 2 semaines avec les pompiers, 2 semaines avec les services à la mairie, pour qu'ils comprennent en fait tous les métiers et qu'on se mette à la place des autres surtout. On se met plus à la place des autres. L'empathie. En fait, exactement. Quand t'es élève, tu te rends pas compte à quel point le prof peut être un peu choqué aussi de se faire emmerder tout le temps. Et à l'inverse. Et le pire, c'est qu'il y a rien qui est inscrit dans l'ADN. Quand on veut stigmatiser certaines populations, qu'on dit regardez, c'est des fouteurs de merde, etc. T'en prends un, tu l'extrais, tu le mets avec un prof pendant 15 jours, tu changes la mentalité du gamin. C'est sûr et certain. Forcément, quand il est dans un environnement violent, c'est tout ce qui se dégage de lui. Tu vas le mettre au service des autres, il va comprendre. Je pense, à part ceux qui ont des pathologies. Des pathologies. À partir du moment où tu as compris que sur Terre, il y a des gars, hein, c'est pas des meufs, il y a des gars qui violent des enfants. Quand je dis des enfants, c'est des bébés. Hein. Tu dis, tout est possible. Tout est possible. Parce qu'il y a un truc qui peut être fucked up dans le cerveau, forcément. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça n'a rien à voir. Comment tu t'es fait réformer de l'armée? Comment t'as fait pour ne pas le faire à l'époque? J'ai fait la moto. Je faisais le mec en moto tout le temps. C'est-à-dire... J'étais comme ça dans les couloirs, quoi. Donc, les militaires, ils savaient que c'était du bidon. Mais j'ai tenu le truc pendant les... Alors, on appelait ça les 3 jours à l'époque, même si ça durait pas 3 jours, puisque ça durait, en fait, une journée, une nuit et une matinée derrière. C'est une sorte de sélection? Ouais, non, mais c'était... Donc, ils te mettent un casque sur les oreilles, ils t'envoient du son, et tu dois dire quand est-ce que t'entends, quand est-ce que t'entends pas. Moi, j'entendais rien, exprès, volontairement. Après, ils te font regarder des trucs, je voyais rien. Le psychologue... Je peux garer ma moto là? Monsieur, s'il vous plaît. Ok. Hop, je retirais mon casque, je le posais là. Si on vous donne un fusil, qu'est-ce que vous allez faire avec? Bah, soit je me tue, et puis si j'y arrive pas, je vous retrouve et je vous tue. Bon. Il a des petits problèmes, lui. Et puis à la fin, la délivrance, quoi. On était 2 sur le peloton, on était, je sais pas, 300. On a été 2 à être réformés, P4 et P5. P4, c'est élément instable, P5, c'est élément dangereux pour la société, etc. Moi, j'étais que P4. C'est vrai? J'étais que P4. Il t'a pas pris au sérieux avec le fusil. L'autre, il était P5 parce que l'autre, il avait un vrai problème et l'autre, c'était pas du bidon, quoi. Et à la fin, il me demande si je le ramène, je suis en moto, et je lui ai répondu non, j'ai pas de deuxième casque, je suis allé au bout de ma... je suis allé au bout de ma vanne, quoi. T'avais un problème avec l'autorité, tu disais? J'ai encore un problème avec l'autorité. Mais je me soigne. Parce que j'ai compris que je me fais plus de mal qu'autre chose. Et c'est un conseil que je peux vous donner à vous tous. Quand vous vous faites arrêter par la police, avant de penser que c'est pas juste, avant d'essayer de crier à l'injustice, avant je vais pas dire d'agresser le flic. De se mettre en mode déjà, respirez un grand coup. Dites-vous que de toute façon, vous avez tort et essayez de rentrer dans une autre démarche. Vous n'arriverez pas à les convaincre. Vous n'arriverez pas à avoir raison. Tu t'es retrouvé à être arrêté et les mecs te reconnaissent et ils sont sympas avec toi. Ouais. J'ai eu ça. C'est l'avantage de faire ce métier. Et j'ai eu l'inverse. Ils veulent te... J'ai eu l'inverse. J'ai eu le gars qui m'arrête qui fait « Ah, comme on se retrouve ?» Je fais « Pardon ?» Non, mais la dernière fois, je vous ai vu embêter mes collègues, là, hein, avec votre mégaphone, quand vous avez fait le frein à main devant mes collègues motards. Oui, bon. Donc, vous avez des AirPods au volant. C'est interdit? Ouais, c'est interdit. Ah oui, parce que t'as fait une caméra cachée où t'emmerdais des motards à l'époque. C'est 3 points, monsieur. Je dis, regardez sur votre fichier, il me reste 2 points. Vous allez pas me retirer mon permis pour des AirPods? Eh ben si. Et le mec m'a retiré mon permis. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Il était content de se faire Michael Youn. Mais ça m'est arrivé, allez,
10-15% des cas. Le reste du temps, je tombe sur des gars qui font asseyez-vous, je fais s'il vous plaît, et les mecs sont sympas. Donc, il y a quand même des avantages. Oui. La moyenne, c'est quand même plus bas que. C'est quand même. Il y a quand même plus de restaurants où on me trouve une table parce que c'est moi que de restaurants où on me dit dégagez parce que c'est moi. T'as déjà eu ça? Non. On t'a quand même jamais dégagé d'un resto. Si. C'est vrai? Ouais, une fois. Je vous dirai pas sur quelle île, on s'en fout. mais c'est une île au sud de la France. Où le gars, on arrive, on est 12, il fait « Ah, on est content de t'accueillir. Hein. » Je devrais pas faire l'accent parce que là, je suis grillé. « On est content de t'accueillir. T'as vu, c'est beau ?» Je fais « Ouais, c'est beau. » Bah, dis-le que c'est beau. Je viens de te dire c'est beau. Dis-le mieux. Non, c'est vrai? Ouais. Non, je te crois pas. Je te jure. Je lui dis « Non, mais là, tu vois, il fait chaud, je suis avec les enfants, j'avais mon fils dans les mains. Ok, tu leur remets pas la table. Allez, tu dégages. Ici, c'est chez moi, tu dégages. Tu te prends pour qui, toi? Parce que t'es Michael Young, tu crois que... Non, je fais... Laisse tomber, on va aller manger sur une autre plage. Non, mais j'ai la chance d'avoir déjà eu, je vais pas dire 1000 vies, mais des émissions où je te raconte des anecdotes, je peux en faire toute une semaine, quoi. J'ai eu une vie déjà hyper remplie. Souvent, tu sais, quand tu passes à ça de la mort, parce que même sans faire une connerie, t'es sur l'autoroute, tu vois une bagnole qui fait un truc devant, tu mets juste un coup de volant, et après, tu sais, les 3-4 minutes qui suivent, tu te retraces tout, tu dis qu'est-ce qui se passe si j'avais pas eu le réflexe, etc. Et évidemment, je voudrais pas que ça s'arrête, évidemment que j'ai encore tellement d'amour à donner, à recevoir, en particulier avec mes enfants, que voilà. Mais j'ai déjà eu un truc hyper rempli, et par rapport à la moyenne des gens, je crois que ça, j'ai eu tout ce que je voulais. T'as été gâté quand même? Ouais, j'ai été gâté. Franchement, j'ai eu de la chance. Ouais. T'as fait DJ dans les rêves parties. Ouais. T'as eu des métiers, je savais pas que t'avais fait ça. Enfin, c'était pas vraiment un métier. Hein. C'était plus, on gagnait de l'argent pour s'acheter de la drogue. C'était plus ça. À l'époque, ah ouais? Ah oui, on prenait de la drogue à l'époque. Mais alors pas n'importe quelle drogue. On prenait du LSD, ouais, des acides. Je vous le recommande pas parce que c'est comme T'as goûté à tout, toi. Ouais. Faut faire attention. Il faut être extrême. En fait, pour prendre de la drogue, il faut aller bien. Mais donc, si tu vas bien, t'en prends pas. Bah ouais, c'est ça. Si tu prends de la drogue parce que tu vas mal, tu vas aller encore plus mal. Donc, pour pouvoir supporter... C'est un cercle vicieux. Pour pouvoir supporter ce que la drogue va provoquer chez toi, il faut aller bien. Mais donc, si tu vas bien, t'en prends pas. Bon, bref, je me répète. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'est un peu comme l'ayahuasca ou le peyote, etc., avec les voyages initiatiques que tu peux faire avec un chaman. Les acides, le LSD, c'est un peu la seule drogue qui aura un caractère utile. C'est extrêmement dangereux. C'est 4 heures de montée, 8 heures de descente, c'est de l'addiction, c'est le LSD, ouais. Ouais, mais c'est quoi, tu vois détérioration neuronale. Tu pars dans un trip, tu pars dans un voyage. Et c'est pas pour rien que les Doors, le groupe s'appelait les Doors, parce que ça t'ouvre un peu les portes de la perception. D'un coup, tu regardes en toi, comme après 2 ans de thérapie, si tu veux. Tu lis en toi, comme, voilà, tout est ouvert, tu comprends tes parents, tu comprends ton enfance, tu comprends d'où tu viens, où tu vas, etc. Et puis après, tu te grattes le bras comme ça, quand même. Hein. Donc, non, c'est... T'as pas eu peur de rester bloqué? Non, parce que j'étais assez solide, en fait. J'étais assez solide, mais j'ai un pote qui est resté bloqué, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah oui, donc faut quand même faire attention. Ouais, Ah non, mais vraiment, je suis pas du tout en train de faire du prosélytisme. Je suis en train de dire, je vais pas vous mentir, c'est ce que j'ai pris, et je trouve que c'est la seule drogue utile. Le mot est un peu fort, qui met les choses en perspective. La cocaïne, ça sert à rien. La seule chose que la cocaïne, quand on prend, la seule chose qu'elle te fait faire, c'est avoir envie d'en reprendre. Donc c'est toi qui te donne envie d'avoir envie d'en reprendre, qui te donne envie d'avoir en reprendre, qui te donne envie de... Ça sert à rien. Tout le reste, c'est artificiel, c'est des paradis artificiels, la kétamine, les extasies, la D. Et j'ai fumé des joints, mais j'ai arrêté très très tôt, en fait, parce que ça me correspond pas. Moi, je suis un proactif, je suis volontaire, et je me suis très vite rendu compte que le shit ou la bœuf allait contre mon caractère. Ça te ralentissait, ouais. Ouais, et puis ça marche pas avec mon comportement. Donc, tu vois ici quelqu'un de clean. Tu fais plus apaisé maintenant qu'il y a 20 ans. C'est peut-être parce que j'ai arrêté tout ça aussi. C'est peut-être ça. Non, mais la vie t'apaise. Avoir des enfants. Ouais. Avoir des enfants, ça t'apaise. Tu deviens un élément d'un tout.
C'est-à-dire que tant que tu n'as pas d'enfant, tu es ton ego surdimensionné. Tu n'es que toi-même. Tu penses qu'il n'y a rien de plus important que toi. Et le jour où tu as un enfant, d'un coup, tu te dis, mais en fait, mais c'est toi qui es tellement important, mon amour. C'est toi. Tu vas plus te mettre en danger pareil, en fait. J'espère, en tout cas. Je me dois de faire attention, parce que je peux pas les priver de leur papa, quoi. Ça, c'est pas possible. T'as pris des grosses cuites ou Bon, t'as pris de la drogue, tu t'es réveillé carrément chez des inconnus. C'était déjà arrivé de faire des soirées, parce que on imagine les excès, comme dans les films. Fois, le pire qui m'est arrivé, pas le pire, mais en tout cas le plus étrange, Ibiza ou Ushuaïa, c'est une boîte de... C'est un hangar, c'est énorme. Non, c'est en extérieur, Ushuaïa. Okay. C'est une boîte de jour. C'est-à-dire, tu y arrives à je sais plus quelle heure, 15 ou 16 heures, et à 19-20 heures, terminares, tu vas dans les restaurants, donc c'est une boîte de jour, quoi. Et donc on y va avec des potes, évidemment, consommation de psychotropes, blackout, et je me réveille à 4 heures du matin dans Ushuaïa, avec les gens qui font le ménage, dans une chambre ouverte. Donc il y a des chambres qui donnent sur Ushuaïa, dans une chambre complètement ouverte, ravagée avec... On est entre Projet X et Very Bad Trip. Il y a des tas de trucs dans la chambre. Je ne sais pas ce qui s'y est passé. Je ne vais pas te faire la mauvaise blague de je me suis réveillé, j'avais extrêmement mal aux fesses, mais je ne la fais pas, non, parce que c'était pas le cas. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et mes potes m'ont cherché, m'ont pas trouvé, plus de portable, évidemment, plus de pièces d'identité, plus de fric. Tu te retrouves, t'es à Ibiza, la chemise déchirée, tu sais pas ce qui s'est passé. C'est un enfer. Donc, écoutez, taper le sport, c'est bien. Manger équilibré, c'est bien aussi. Et échanger avec les autres. Qu'est-ce que t'as remplacé par quoi, la drogue aujourd'hui? Non, mais j'avais pas besoin de la remplacer. J'ai jamais été drogué. J'ai été fêtard. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait pas d'accoutumance. Il y avait pas ce besoin d'en prendre tous les jours, toutes les semaines. Mais par quoi je l'ai remplacé? Par ce métier. Par ce métier. J'ai arrêté de faire la fête quand j'ai découvert que je pouvais être utile. Ce métier a donné une fonction à ma vie. Je me suis rendu compte que, sans me lancer de fleurs, j'étais un peu utile. Je provoquais des émotions, positives ou négatives, du rire, souvent, je l'espère, des sensations chez ceux qui regardaient. Et je me suis dit que je pouvais apporter un tout petit peu de bonheur, un tout petit truc. Je peux faire un petit truc pour toi. Je peux t'amener un peu de bonheur en te faisant cette blague, en te faisant ce film, en te faisant ce spectacle, en faisant cette chanson. Et ça a donné du sens à ma vie. Et en trouvant un sens à mon existence, forcément, je me suis apaisé et j'ai arrêté les excès. Ouais. T'as fait une école de commerce, tu disais, prépa, etc. Machin. Comment tu vas te retrouver à faire de la radio au départ? Parce que c'est pas du tout le même cursus, même. Parce que j'étais perdu. J'étais perdu en école de commerce. J'apprenais. En fait, j'ai fait cette école pour faire plaisir à mes parents parce qu'ils avaient envie que je sois dans la norme. Ils avaient envie que je sois un bagage, un docteur, un businessman. Tu vois, que je sois un mec simple, facile, sans problème, quoi. Qui travaille à la COGEFAP, qui gagne ses 4 000 € par mois, qui met sa cravate et j'allais dire qui se coiffe, qui se plaque les cheveux, mais ça marche pas avec toi. Et c'était pas moi, quoi. Donc, quand m'en suis rendu compte que dans les écoles de commerce, on t'apprenait une seule chose, c'était à mentir. Parce que c'est ça, le marketing, c'est je vais te vendre ce mug en te faisant croire que c'est le meilleur mug de tous les temps, alors que c'est juste un mug, en fait. C'est juste que j'ai envie que tu me donnes de l'argent. Et je me suis rendu compte que j'étais très bon pour mentir. Et quitte à mentir, autant devenir un menteur professionnel, autant faire comédien, quoi. Et comme je pouvais pas faire de théâtre tout de suite, je pouvais pas vivre de mon art immédiatement, je me suis dit, je vais essayer de trouver un boulot alimentaire qui me correspond un petit peu plus. Et j'ai commencé en faisant de la radio. Et la radio... Sur Skyrock? La radio, avant Skyrock, j'ai été assistant d'Eric et Ramsey sur Fun Radio. Standardiste. On répondait au téléphone, on faisait des personnages, on leur amenait des cafés, on faisait des gags visuels à la radio. On se cassait la gueule dans l'escalier, ça faisait juste boum boum, et nous on pensait que c'était drôle. Après ils se font virer parce qu'ils traitent le patron de Fun Radio de nazi. Nous on dit putain on est sur le carreau parce qu'ils avaient plein de trucs. Vous auriez pas un plan pour nous? On a un pote qui commence une émission de radio sur Radio Nova, il s'appelle Jamel. Si ça vous intéresse, il a besoin d'assistants. J'ai été derrière assistant de Jamel. Je lui écrivais ses fiches, je lisais les bouquins à sa place. Comme il était souvent en retard, parfois j'accueillais même les invités à sa place. Laurent Fabius, ex-premier ministre, il arrive à l'émission avec toute sa team, Jamel n'est pas là. Alors c'est l'animateur de l'émission? Ouais. Donc il y avait Omar avec nous, Omar Sy,
Fred Testo, Vincent Dezagna, on était quand même une belle équipe, quoi. Et les autres voulaient faire que des blagues, et donc il n'y avait personne pour recevoir Laurent Fabius, donc j'étais un peu le plus sérieux. Donc je prenais les fiches que j'avais écrites pour Jamais. Je faisais, alors monsieur Fabius, Premier ministre, est-ce que ça aide pour coucher avec les filles? Sauf que voilà, je n'ai pas de Jamel qui veut, quoi. Ah waouh. Et après, j'ai commencé à voler de mes propres ailes. J'ai commencé à faire des chroniques un peu marrantes à la radio, sur la radio du Parti communiste français, à Bobigny, qui maintenant est une radio de jazz, mais qui s'appelle TSF. Et puis, Skyrock est arrivé. Voilà. Et puis derrière, la radio... Tu vas faire le morning, t'es journaliste au départ. Ouais. Donc tu fais les flash infos, en gros. T'arrives à être sérieux? Non, je veux pas. Je veux pas être sérieux. Je le dis dès le départ. Moi, je vais faire des infos, mais je vais donner mon avis, quoi. C'est l'inverse du journalisme. Je veux faire un truc qui est entre les news et l'animation. Je vais pas forcément vous dire ce qui se passe dans le monde. Je vais vous dire comment je regarde le monde aujourd'hui. Voilà. J'avais entendu une histoire. J'ai travaillé quelques temps à Skyrock. J'ai commencé dans une locale de Skyrock. Et ça parlait de toi à l'époque. Moi, tu t'étais battu, enfin, tu t'étais fait taper par Bernard Tapie. Ouais, c'est resté ce truc-là. D'ailleurs, c'est marrant, c'est ressorti. J'ai entendu un coup de poing, moi. Non, c'est une baffe. C'est une baffe. Il m'a mis une baffe. Tu t'avais fait une blague sur quelqu'un, non? Non, pas du tout. En fait, c'est un quiproquo, et c'est moi qui avais beaucoup trop d'arrogance. L'émission se passe hyper bien. On est en enregistré, on n'est pas en direct. L'émission se passe hyper bien. Et Bernard Tapie sur Skyrock. Ouais. Okay. Il était venu faire la promo du site sportif de son fils. Et les auditeurs lui posent des questions, tout se passe bien. Dernière question d'un auditeur, le gars lui dit, après la défaite contre Benfica, vous avez dit, maintenant je sais comment le football, j'ai compris le football, j'ai compris les arbitres. Après ce truc-là, je me souviens plus exactement de la citation de Bernard Tapie. Est-ce que ça veut dire que ces jours-là, vous avez compris qu'il fallait acheter les matchs pour les gagner, quoi? Le mec dit ça. Tapie hyper vénère me dit, vous m'avez tendu un piège. C'est vrai. Sauf que moi, je suis pas au courant, tu connais la radio, je suis pas au courant de ce que le standardiste a choisi. Je l'ai pas eu au casque avant, je suis sincère quand je te dis ça. Tu découvres un peu parfois. Je découvre la question pareil. Et au lieu de dire, Bernard, t'inquiète pas, on la coupera au montage, parce qu'il était venu en ami, je lui dis, en attendant, vous êtes allé en prison, c'est sans doute pas pour rien, quoi. Voilà, j'ai sorti ma petite... Et lui, il m'a montré qu'il en avait une plus grosse. Il est parti dans le bureau du directeur d'antenne, il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? On me tend un piège et tout. Moi, j'arrive, je dis, Bernard, on est désolé, si vous voulez, on la réenregistre, il n'y a pas de problème. Il fait, on va rien enregistrer du tout, tu vas fermer ta gueule. Et il me met une énorme mandale avec ses grosses paluches. Et derrière, je me suis fait têche en plus, quoi. Ah, tu te virais direct? Ouais, pas exactement pour ça, mais parce que Laurent Bounot, qui est toujours patron à Sky, m'a depuis rafraîchi la mémoire en disant, je t'ai pas viré pour ça, je t'ai viré derrière parce que t'es allé faire un casting pour Fun TV, et Fun TV c'est Fun Radio, et Fun Radio c'est l'ennemi de Sky, et t'avais pas le droit d'aller faire le casting Fun TV, Morning Live, etc. Et c'est là que tu vas te retrouver au Morning Live. Exactement. Ça va pas durer longtemps, étonnamment. On en parlait tout à l'heure, j'ai l'impression que Morning Live ça a duré hyper longtemps, on a l'impression que ça a duré vraiment des années. 18 mois. Même pas 2 saisons. Ouais. Pourquoi ça n'a pas duré plus de 2 saisons? On se levait à 3h du matin. C'est vous qui avez arrêté? Ouais, c'est nous. Ça marchait fort. On a arrêté parce que... J'ai arrêté parce que je tenais plus physiquement. Et quand j'ai dit ça à Vincent Dezagna et à Benjamin Morgan, ils étaient ravis. Je pense qu'ils en pouvaient plus non plus. Je vois, toi, t'es staffé. Nous, on n'était pas staffé. On n'avait pas de monteur, on n'avait pas de caméra. On tournait avec un caméscope, il fallait faire du tourner-monter. Donc, on était 3 plus un caméraman au bout d'un moment. Et on écrivait tout entre nous, on montait tout entre nous. Donc, quand 2 heures de live... C'était que 3? Il n'y avait pas d'équipe derrière? Si, on avait des chroniqueurs, on avait un rédacteur en chef, mais si tu veux, on était une équipe en tout, on devait être 10 pour faire 3 heures de télé par jour. 10 heures de live en hertzien. Hein. On n'était pas sur de la TNT, on était que 6 chaînes. Ouais. Voilà, pour faire 10 heures de live par semaine avec des vidéos qu'on allait tourner, des happenings, des sketchs, des personnages, des perruques. C'est normal qu'on ait explosé en vol. Et en même temps, c'est pas mal parce qu'on s'est arrêté, je vais pas dire au sommet parce que ce serait un peu prétentieux. Quand ça marchait bien, en tout cas. Mais on s'est arrêté avant qu'on commence à devenir déceptif. T'avais un mégaphone à l'époque, c'était ta marque de fabrique, tu criais. Ouais, je criais le slogan de l'émission partout, quoi. Il y en a un qui t'a, si j'ai noté, t'as eu des problèmes, on n'en parle pas beaucoup, etc. Mais je crois qu'il y a eu une histoire de genou cassé, où il y avait, c'était Dominique Chapat. Ah ouais, c'est vrai cette histoire aussi? Ouais. C'est-à-dire que M6 m'avait confié la
la conférence de rentrée, il m'avait dit, va faire des pranks à tous les animateurs de la chaîne et ça va être une super émission, etc., etc. Première caméra cachée, premier jour de tournage. Je suis déguisé en flic et j'arrête Dominique Chapat, qui était le rédacteur en chef, animateur de Turbo, c'est-à-dire une émission qui parlait de bagnole. Et l'idée, c'était mon complice le faisait sortir de sa voiture et moi, je lui piquais sa bagnole. Sauf que tu voles pas la voiture de Dominique Chapat, il tient trop à sa bagnole, quoi. Donc il est resté accroché comme ça. Et t'as pas reconnu? Non, parce que j'avais le casque de flic. Et moi, je me suis dit, il va bien lâcher. J'ai mis un coup d'accélérateur. Il t'a accroché à sa voiture? Ouais, et il a fini par lâcher à cause de la vitesse. Et il s'est pété le coude, il s'est pété l'épaule. Et j'ai été con, d'ailleurs, je lui présente mes excuses parce que je suis pas allé le voir à l'hôpital. Alors que c'était ma responsabilité, quoi. Même si tout ça était encadré, même si ça avait dérapé, même si, voilà, j'aurais dû aller le voir à l'hôpital. Ouais. Et pourquoi tu n'y es pas allé à l'époque? Je pense que j'en avais rien à foutre. Ah, c'est vrai? Ouais, non. Et ça, c'est non, parce que j'estimais que c'était à lui de lâcher, quoi. Tu sais, quand tu fais des pranks, t'as un tel objectif, mais je te présente mes excuses. Oh, putain. Et t'as fait les autres animateurs après, ou ils t'ont dit on arrête là? Non, arrêtez. Non, arrête. Putain. Et t'as eu un mec qui t'a pointé un flingue dessus? Ouais. Ça, c'est une histoire vraie aussi? Ouais, on était allé. Le slogan de l'émission, c'était l'émission qui avait été Voisin. Et donc, on avait regardé qui s'appelait Voisin. Il y avait une Madame Voisin qui habitait dans le 16e. Donc, on s'est dit, on va aller faire l'émission qui réveille Madame Voisin. Donc, on rentre dans l'immeuble, etc. On sonne à la porte. Et la pauvre, une nana de 80 piges, je rentre dans son appartement, je hurle avec un mégaphone. Elle hurle. Elle sait pas si c'est un cambriolage, un viol, une manifestation. C'est pas bien ce qu'on fait. En vrai, c'est pas bien. Nous, ça nous fait marrer. On sait que ça va faire marrer certaines personnes, mais en vrai, c'est pas bien. C'est pas respectueux. T'étais sur la limite. Ah non, là, tu la dépasses. Ouais, tu la dépasses à partir du moment où tu crées un malaise chez une dame qui l'a rien demandé. Et elle hurle tellement fort que ça fait sortir le gardien de sa loge. Nous, on se barre en courant, etc. Et on arrive à la porte, et la porte, elle est fermée. La porte du hall de l'immeuble, elle est fermée, tu peux pas l'ouvrir. Et le gars, là, je le vois arriver, il arme son pétard, il me le met sur la tempe. Il dit, bah non, tu vas fermer ta gueule, sinon je te colle une balle. Et moi, mon réflexe, je regarde mon caméraman et je fais, parce que je me suis dit, ça va faire une séquence, c'est génial de se faire braquer. Quand le rouge s'allume, je suis une autre personne. Donc tu te rends pas compte du danger là? Tu ne dis pas si le gars il lâche le doigt sans faire exprès ou... Bon, après, le mec nous a séquestrés. Ils ont appelé les flics sont venus nous chercher, on est parti en garde à vue. Voilà, just another regular day at the office. Putain, incroyable. Ouais. Mais tu savais que ça allait faire parler, de toute façon. Quand tu fais des trucs comme ça, oui, c'est pour ça aussi qu'il fallait arrêter le Morning Live. Avant qu'il y ait un drame. Il n'y a pas eu un drame, mais l'Arcom, enfin à l'époque ça s'appelait le CSA, avait porté plainte contre nous. On avait quand même attaché un mec dans le bois de Boulogne à un arbre avec du gaffeur, et on lui avait mis un panneau avec marqué « Pissez-moi dessus », et on attendait que des gens passent pour pisser dessus. On avait pris un gars, on l'avait amené à 80... Mais des gens, c'était qui? Des gens qui vont voir les travelots, les machins, quoi. Dans le bois de Boulogne, au moment de... Putain, c'est une autre époque, hein, quand même. Ouais, aujourd'hui, on a... Et le pire, c'est on a amené un mec à 60 km de Paris. Un mec dit, ah putain, j'étais dans la rue, en caméra cachée. Et le gars arrive, je t'adore, Morning Live et tout, moi aussi, je suis un fou. Je fais, toi aussi, t'es un fou. Allez, viens avec nous. On l'emmène en bagnole. Tu veux nous faire un mégaphone où tu cries le slogan de l'émission comme moi, tu te mets à poil, ouais, y a pas de problème, je le fais. Hop, on va sur une aire d'autoroute. Tu le connais pas, tu l'emmènes vraiment? 60 km de Paris, on filme tout ça. Le mec se fout totalement à poil, il met ses affaires dans la voiture, on lui donne le mégaphone. Et lui, il commence à faire morning. Et nous, on se barre. Il est à poil? Ouais. On l'a laissé à poil sur l'autoroute. C'est pas bien. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on s'arrête. C'est que le truc hyper fun, provocateur, transgressif qu'on avait créé, où on se moquait de nous-mêmes, au bout d'un moment, t'as plus d'idées. Parce que t'as tout fait, t'as fait les flics, t'as fait la boulangerie, t'as fait le jacuzzi, t'as fait le salon de l'agriculture. T'as réveillé ta femme à l'époque. T'as fait ta meuf, t'as fait tes potes. Quand t'as fait tout ça, après tu commences à te dire bon bah on va finir par s'en prendre un peu aux autres. Et là tu commences à devenir un peu un tyran, quoi. Et c'est quoi la suite? Tu prenais un mec, tu le jettes de... Et là tu dis je deviens pas une bonne personne sur certains trucs. C'est pour ça qu'il fallait arrêter. T'as vraiment réveillé ta copine à l'époque, Juliette Arnaud. Ouais. C'était ta copine à l'époque du Morning Live, qui est comédienne aussi. Ouais. Tu rentres sur le lit, tu la réveilles, tu te mets à hurler et tu filmes pour l'émission. Et elle me dit, mais t'as pas intérêt à le diffuser, quoi.
Et le truc que je dis à l'équipe, c'est évidemment qu'on va la diffuser, cette image. Et aujourd'hui, quand je me promène dans la rue et que, je vais pas citer, mais, et que tu te fais prendre en vidéo, et je dis, putain, vous pourriez quand même me demander mon autorisation. C'est fou comme on est contradictoire, parce que je te jure que quand j'ai la tête dans le trou de Balou et que j'ai pas envie qu'on me filme parce que je suis en vacances ou je suis avec ma famille, je trouve ça complètement anormal qu'on ne demande pas mon autorisation pour diffuser des images. Et en même temps, j'ai fait bien pire, parce que j'ai pris ma copine au saut du lit, je l'ai réveillée à 3h du matin, et j'ai diffusé les images alors qu'elle me disait « Tu n'as pas intérêt à le faire ». Je disais « J'en ai rien à foutre, je le fais ». Aujourd'hui, ça serait plus possible de diffuser l'image de quelqu'un qui veut pas. Les chaînes bloqueraient, non? Il y aura un truc de... non, si c'était à refaire, je referais pareil. Et puis après, tu t'arranges avec ta nana, hein. Tu te fais quitter ou pas, quoi. Je sais pas. T'as pas eu de problème de casier judiciaire? À force de faire des gardes à vue comme ça, t'as pas eu à un moment donné... Non, j'ai un casier, oui. Oui, comme tout le monde, enfin... Comme tout le monde, non. Pas rempli, mais tout le monde a un casier. Non, mais Pas un casier vierge. Moi, il y a quelques lignes dessus, hein. Je sais pas exactement ce que c'est, parce qu'en plus, tu sais, il y a tous les 10 ans, si c'est pas des délits... importants, ouais. Voilà, ça se nettoie. Mais j'ai fait, je sais plus, 5 ou 6 gardes à vue, quand même. Mais à la dernière, je me suis dit, j'en referai plus. La dernière... alors, la vraie dernière, je l'ai pas faite parce que j'avais craqué un fumigène au Stade de France et j'ai été interdit de stade, etc. Enfin bref, je suis pas passé en garde à vue parce que j'ai réussi... en fait, je me suis exfiltré du stade sans que les flics arrivent à me choper, etc. Mais sinon, la vraie dernière fois où j'ai fait une garde à vue, parce que j'avais déconné, j'ai très mal parlé aux flics... En plus, devant ma famille, tu te retrouves face contre terre sur le bitume, les menottes dans le dos. Devant tes enfants, non? Ouais, c'est pas bien. C'est vrai. C'est pas bien. Et ça m'a fait mal. Devant les enfants, c'est chaud. J'ai passé 13 heures en garde à vue pour rien, juste parce que un flic m'a demandé mes papiers et que j'ai claqué la porte. J'étais chez moi, j'ai claqué la porte avant d'aller chercher mes papiers, alors que j'avais pas besoin de claquer la porte, quoi. Et le mec, quand tu ouvres la porte, tu fais pourquoi vous m'avez claqué la porte? Je fais parce que vous me saoulez. Et tu pars dans un, c'est sans fin. Tu vas pas y arriver. Donc il va finir par s'énerver et il va gagner. Ouais. Il va gagner. Et après, ce qui fait mal, c'est pas de passer 13 heures en garde à vue sur un banc en béton à essayer de te calmer. Non plus, hein. Mais c'est que ça fait mal là, quoi. Ça fait mal au cœur, ça fait mal à la tête. Tu te dis pourquoi je suis là, je devrais pas être là. Et ça m'a servi de leçon. Je me suis dit, j'ai plus envie d'y aller. Et depuis... Ouais, touche du bois. J'y vais plus et je fais en sorte de plus y aller, de plus me mettre dans des circonstances qui font que tu vas en garde à vue. Et c'est possible. Donc je dis ça parce que je sais qu'il y a plein de jeunes qui regardent et qui se disent et qui sont confrontés souvent justement à des rapports un peu tendus avec la police. Il y a moyen de trouver autre chose. Il suffit de pas monter en graine. C'est pas grave, laissez-le gagner. C'est pas grave. De temps en temps, en plus, ils ont raison. C'est pas un combat d'ego, quoi. Non, il faut pas. Ça peut être énervant. Il faut pas que ça devienne un concours de quéquette avec les flics, parce que tu vas perdre. Voilà. À la fin, tu perdras toujours. Ouais. Tu disais que tu étais pudique en interview, pourtant tu montrais vachement tes fesses à l'époque, tu faisais cette blague tout le temps, tu montrais ton cul, etc. Comment on peut le faire si on est pudique? Je suis un puceau qui se dépucelle à la tronçonneuse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est parce que je suis extrême, donc je suis timide, je suis réservé, et pour sortir de cette réserve, bah je vais dans un truc qui est tout de suite excessif, quoi. Moi, je me rendais pas compte que c'était super abusé de montrer ses fesses comme ça tout le temps en permanence. Depuis, on me l'a fait comprendre. D'ailleurs, je les montre moins. Il y a des gens qui sont encore restés sur ça. Oui, sans doute, ouais. Ouais. C'est vrai ça. Ouais, non, mais même dans les médias, il y a des mecs qui me résument encore. J'ai vu l'autre jour, il y en a qui disaient ah oui, c'est lui qui montait son cul. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais c'est resté 20 ans plus tard. J'ai eu l'impression de faire tellement de choses différentes en plus que d'être résumé à une paire de fesses. C'est un peu vexant, mais d'un autre côté, mec, fallait pas montrer ton cul si tu voulais pas être résumé à ça, quoi. C'est une étiquette que je me suis collé tout seul, quoi. Tout seul. Vous allez faire des trucs après, vous allez faire des Bratislava Boys, vous allez faire des parodies musicales qui vont devenir des vrais groupes. Je me rappelle, ça a été, si je dis pas de bêtises, 31 semaines dans le top 50 à l'époque. Bratislava Boys, Stache. Ouais, ça me paye encore des factures. Non, c'est vrai. Ouais. Putain, c'est incroyable. C'était un groupe parodie de l'Eurovision à l'époque, de marins, je sais plus. C'est parce que c'était le seul costume qu'on avait en 3 exemplaires. Mais non. Ouais, c'est pour ça. Mais on voulait juste se foutre de la gueule de l'Estonie qui avait gagné l'Eurovision avec une chanson où on comprenait pas ce que c'était. D'où coucou, stache. Vous faites ça, ça va marcher à mort, ça va passer en radio. À l'époque, je me rappelle, les radios le jouaient. C'était en quelle année? C'était pareil, c'était 2000. Ça doit être 2001, 2002. C'est ça. Mais toutes les radios le jouent. Ouais.
Et c'est fou, quoi. Je sais plus combien on a vendu d'exemplaires. C'était l'époque 800 000. On vendait des disques. Donc, t'achetais des mini-CD, ça s'appelle. T'avais 2 titres. Ouais, CD 2 titres. Souvent, c'était, il y avait un autre truc un peu nul dedans, histoire de dire qu'il y a 2 trucs, quoi. Ouais. Et attends, et ça, 800 000 exemplaires à l'époque, ça C'était rapporte. plus que ça, hein, mais bon. Je te laisse dire 800 000. Moi, j'ai envie de croire que c'était plus. Bon, alors, on va dire plus d'1 million. Ouais, c'est bien. À l'époque où tu gagnais pas beaucoup ta vie, parce que tu n'étais pas très bien payé au Morning Live. Non. Évidemment, c'est ça qui va plus vous rapporter de l'argent que le Morning Live. Ouais. C'est peut-être. Mais c'est pas pour ça qu'on a arrêté, parce que M6, à l'époque, nous a fait une très belle proposition. Ils avaient proposé de passer mon salaire, qui était de 20 000 francs. Donc, ce qui fait à peu près 3 200 €. Ils avaient proposé de me passer de 20 000 francs à juste changer le. Parce que c'était avant. Moi, j'ai commencé à travailler avant le passage à l'euro. Ils ont juste proposé de retirer le F et de mettre le E à la place, et que c'était le même salaire. Donc, 20 000 francs à 20 000 €, c'est quand même un x6. C'est beaucoup, ouais. Voilà. Mais j'ai dit non. Ah bon? Mais non pas parce que je voulais être libre ou quoi, ou parce que j'en avais rien à foutre de l'argent. J'aime le confort que m'apporte l'argent, j'ai aucun problème à le dire. Même si Notorious avait raison. More money, more problems. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Et attends, donc il te paye, donc de toute façon, tu n'as plus envie de rester. Non, j'ai plus envie de rester. C'est que tu es fatigué, tout simplement, tu es burné. Ouais. Burné, c'est exactement ça. Le terme n'existait pas à l'époque. Le burn-out, ça n'existait pas. Mais c'était exactement ce qui s'est passé. T'as plus de jus, quoi. On n'a plus rien. Pourtant, t'adores ce que tu fais. Ouais. Et puis, on voyait aussi, tu sais, l'équipe qui, d'habitude, était hyper enthousiaste, elle se marrait à tout, il y avait des commentaires derrière. Là, fin de l'émission, hop, tu vois, ça nettoie le plateau. Ça y est, on faisait du flux. Et moi, j'ai jamais voulu faire du flux. Je voulais essayer de faire des œuvres. Avoir l'étincelle à chaque fois que tu arrives. Après, c'est dur d'avoir l'étincelle sur très longtemps. J'essaye. C'est ça le problème, c'est vrai. Hein. Et Bratislava, ça rapporte combien tu peux gagner à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, la musique, on sait un peu plus, mais ça rapportait quoi à l'époque, un morceau comme ça? À l'époque, on était donc 1, 2, on était 5, 7 x 5. 35. 35. Peut-être je me trompe, hein, mais ça a rapporté, on était 5 à Vincent, Benjamin et les 2 producteurs de la musique. J'ai le souvenir qu'on a à peu près gagné, putain, ça va vous faire bizarre, ça a dû rapporter à peu près 3 millions d'euros, quoi. Putain, c'est incroyable. Ouais. Ah oui, donc là, t'es content déjà, ça te sécurise. Alors 3 millions d'euros à diviser en 5, et derrière à diviser en 2. Pourquoi? Avec l'État? Oui. Non, mais c'est parce que les gens se disent, putain, il a gagné 3 millions avec Stache. Non, 3 millions divisé par 5, divisé par 2, ça fait quand même 350 000 €. C'est beaucoup d'argent. Putain, c'est beaucoup d'argent. Pour faire juste Kourou Coucou Stache, je suis d'accord avec vous. Vous avez fait... Non, c'est vrai. Si tout le monde était payé ce prix-là, pour faire des conneries, la France se porterait très. Vous allez faire d'autres morceaux? Vous allez faire d'autres trucs avec... Ouais, on a fait derrière, pour les 11 commandements, on a fait Comme des connards. Après, moi je suis parti faire Fatal Bazooka, qui me suit encore aujourd'hui, quoi. Fatal Bazooka, c'est devenu une sorte d'alter ego, c'est devenu le chanteur que je ne suis pas et que je peux être. C'est génial d'avoir un alter ego. Ah, c'est marrant. Attends, on va parler de Fatal après. Juste avant. Je vais trop vite. Est-ce que tu as eu un fan? Je crois que tu as eu des fans un peu gênants. Des amis en commun, j'ai appelé, et ils m'ont dit parfois il avait des fans un peu gênants qui voulaient leur présenter leur fille. Tu as eu des trucs un peu chelous? J'ai eu une maman qui savait où j'habitais. Et quand on partait le matin tôt pour aller faire l'émission, elle m'attendait avec sa fille à 3h du mat. Sa fille qui devait avoir, je sais pas, 16-17 ans, quoi. Fille un peu timide et tout. Elle voulait absolument me présenter sa fille. Je lui ai dit, mais madame, la place de votre fille à cette heure-là, c'est dans son lit, quoi. Donc, il y a des parents qui sont complètement tarés, hein. Vraiment. Donc, j'ai jamais donné suite, je préfère vous le dire tout de suite. Non, on l'a pas retousé à 4, c'était génial. Ça t'a posé un problème, la notoriété? Ça m'en pose encore. Où tu pouvais être, tu pouvais plus être en vacances tranquillement, sans que, à l'époque où il y a Fatal qui sort, il y a des très gros succès qui s'enchaînent. C'est un cadeau empoisonné, la notoriété. C'est vraiment, d'ailleurs, je trouve ça fascinant. C'est vraiment le truc le plus extraordinaire qui me soit arrivé dans le sens hors de l'ordinaire. D'ailleurs, c'est ce qui aujourd'hui presque fait avancer le monde, hein. On se rend compte que les réseaux, c'est vraiment le quart d'heure de gloire warholien dont on parlait. Mais je ne sais plus qui j'étais avant. Putain, comment j'étais avant de devenir quelqu'un de reconnu. Quelle était ma personnalité? Qu'est-ce que la notoriété a changé chez moi? Parce qu'elle a changé des choses. Est-ce que j'étais plus turbulent avant et que maintenant j'essaye de pas trop me faire remarquer?
Donc, ça a diminué ma personnalité. Ou à l'inverse, comme maintenant, je peux tout me permettre et on va tout me passer, est-ce que je suis devenu plus exubérant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai fini par oublier celui que j'étais et je ne le serai plus jamais. Je suis maintenant un mec qui a vécu avec la notoriété plus longtemps qu'avec de l'anonymat dans sa vie. Voilà, je suis devenu reconnu, parce que j'aime pas le mot connu, je suis devenu reconnu à 25 ans. Ça y est, c'est aujourd'hui. 51, j'en ai 51, ça fait 26 ans maintenant que je suis quelqu'un de reconnu. Et ça fait partie de ma vie. C'est un parent gênant qui est tout le temps avec moi. Et de temps en temps, il est cool, parce que il sait comment te faire rentrer dans tel ou tel resto, ou telle boîte de nuit, etc. Mais de temps en temps, il est pas cool parce que t'es peinard et t'es au parc Astérix avec ta fille sur les épaules et t'as juste envie de profiter du manège pour les 4 ans de ta fille et il y a un mec qui arrive et qui te dit est-ce qu'on peut faire une photo? Là, tu lui réponds gentiment je peux pas, c'est l'anniversaire de ma fille, voyez bien, elle est sur mes épaules. Eh ben, t'as qu'à la poser par terre, comme ça on peut faire la photo. Monsieur, je vais pas faire une photo avec vous, c'est l'anniversaire de ma fille, je me rappelle. Ah, beaucoup plus sympa à la télé, toi. Tu sais quoi, je ne verrai plus jamais tes films. Tu sais quoi, tête de con, toi. Ah, ça, t'as eu ça? Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Il gagne, le gars. Parce que je pose ma fille par terre pour lui mettre un poing sur la gueule. Et il a gagné. Parce qu'il l'a eu. Il a eu ce moment de vie. Alors après... C'est pas celui qui voulait. C'est pas celui qui voulait. Après, moi, j'essaye de... Les gens, ils te rencontrent une fois dans leur vie. Essaye de pas être décevant. Vraiment, je me dis... je suis quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un de profondément empathique. Je le sais. Je le sais. C'est pas je le crois, c'est je le sais. On a tous des moments où on pense à d'autres trucs, où je te dis je suis avec les enfants, etc. Souvent j'essaye de répondre avec un sourire. Quand je suis avec les enfants, je fais s'il vous plaît, je suis avec les enfants, leur volez pas leur papa. Quand je leur dis ça, ils comprennent. Mais quand je suis tout seul, j'essaye toujours de répondre par l'affirmative. Après, voilà, comme tous les gens un peu connus, j'essaye aussi de me cacher, quoi. Parce que t'as pas envie tout le temps d'être sollicité, parce que sinon tu en fais... Je me suis amusé à compter une journée 70. C'est 70 moments où tu te mets en pilote automatique. C'est beaucoup, quoi. Parce que c'est des moments où tu vis pas. Le moment où tu t'arrêtes, en plus, on va pas se mentir, les gars, ils savent jamais utiliser leur téléphone portable. C'est toujours le moment, il veut te prendre en selfie, il appuie sur l'autre côté, je fais non, là vous prenez en photo la voiture. Il rappuie sur le truc, il éteint le téléphone, il fait pardon. À ce moment-là, ah putain, j'ai plus assez de mémoire, faut que j'efface des photos. Les gars, tu m'as volé une minute. Mais en même temps... c'est le baromètre de ton succès. Oui, il y a ça. Et puis en même temps, s'il n'y a pas de public, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas d'artiste, quoi. Donc je ne vais pas dire que je leur dois tout, parce qu'il y a des choses que je dois aussi quand même un peu à moi. Mais en tout cas, s'ils ne sont pas là, j'existe pas. Donc essaye d'être aimable, ils te croisent une fois dans leur vie. Tu as rencontré Isabelle Funaro, qui est la mère de mes enfants. Aujourd'hui, depuis, ça fait 16 ans, je crois. Ouais. Une photo de toi qui apparaît à l'image. Elle était à l'époque en couple, hein, quand tu la rencontres au départ. Non, elle n'était pas en couple. Elle n'était pas en couple? Non. Je crois qu'elle était en couple avant. Non, elle était pas en couple. Elle a eu un enfant avant avec Pascal Obispo, qui est donc mon beau-papa, hein, puisque... On a élevé un enfant ensemble. Enfin, Pascal est un super père, mais j'avais son fils une semaine sur 2, quoi. Donc j'ai commencé la paternité avec un enfant qui n'a pas le mien. C'est pas mal. Tu t'entraînes, tu dis au pire, si je rate, c'est pas grave, il n'est pas à moi. Non, mais pour le coup, je l'aime autant que... D'ailleurs, j'aime pas dire mon beau-fils, quoi. Je trouve que c'est pas lui, quoi. Je peux pas dire mon fils parce que ça l'est pas. Donc je l'appelle par son prénom, je l'appelle Sean, mais je l'aime autant que mon fils qui s'appelle Stella ou ma fille. Tu connaissais Pascal Obispo avant? C'est parce que j'ai rencontré Pascal Obispo pour faire Mauvaise foi nocturne pour l'album de Fatal. Fatal, assieds-toi, faut que je te parle. Je l'ai rencontré pour ça. Et Isabelle venait chercher Sean, ils étaient déjà divorcés, venait chercher Sean pour l'amener au judo. Et c'est là que je l'ai rencontré. Ah waouh! Et je croyais que c'était la nounou. Et je dis, elle est sympa la nounou, c'est mon ex-femme. Il me dit d'ailleurs, je préfère te prévenir tout de suite. Hein. Tu vas dans le studio, tu peux toucher à tout sauf 2 choses. Ma femme et ma mère. Et un jour, je l'ai appelé, je lui dis, bon, écoute, bonne nouvelle, c'est pas ta mère. Il a pas ri. Et comment ça s'est passé en vrai? Mais c'était plus sa femme, c'était son ex-femme. Non mais quand même, après, tu sais, t'as toujours un truc. Ça, les ex, ça reste quand même, tu vois. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que la plaie était pas complètement refermée, quoi. Donc oui, ça a été compliqué, mais voilà. Enfin, quel est le mec ici qui a jamais un jour eu une histoire d'amour avec l'ex d'un pote ou l'actuel d'un pote? Tu vois, je te regarde, toi, je vois bien que tu te marres. Tu sais, tu l'as fait, toi. Tu l'as fait. T'as déjà eu ça avec l'actuel? Ouais, mais ça, c'est trop perso.
C'est trop. Ou alors, si ça, je peux te le raconter, mais il faut que les tournages de Légende aient lieu plus tard le soir. Et tu me fais boire 1 ou 2 verres de vin rouge et je vais finir par te raconter des parties fines, des trucs qui se sont passés, mais là, il est trop tôt. Et à un moment, heureusement, j'ai encore un peu de contrôle. C'est plus compliqué d'avoir un enfant de 14 ans ou un enfant de 6 ans, toi qui as eu les deux? Petit problème, petits-enfants, petit problème, grands-enfants, grand problème. Tu le vois vraiment, ça? Oh bah oui, parce qu'après, c'est des choses qui sont graves. C'est pas grave que ton enfant pleure parce que tu as décidé de le priver d'écran ou il s'est fait piquer par une guêpe et ça fait mal. Et après, les grands-enfants, ils ont des grands problèmes avec des mauvaises influences. Les copains, ouais. C'est toujours les copains, mais bon, en même temps, c'est un peu lui aussi quand même. Hein. Mais pour l'instant, ça va. Ça va, on a des super enfants qui sont ouverts, curieux. J'essaye de leur apprendre le goût de l'effort, c'est le plus difficile. Mais déjà, ils sont curieux et c'est... De pas trop les gâter, c'est dur? C'est impossible. C'est impossible. Mon fils, il aime les nerfs, il en a pas un. Et il en a 70. Il les a tous, quoi. Il a même le lance... Les nerfs, c'est les pistolets et avec les fléchettes, là. Il a même le lance-roquette nerf, il arrive même pas à l'actionner. Le pistolet est fait 2 fois sa taille. Voilà, c'est parce que tu vois que mais en même temps, tu leur rends pas service. Tu leur donnes pas le goût de l'effort après, sinon. Non, puis en plus, tu le vois bien. Tu lui en offres un, il le pose, après il te dit autre chose. Tu le sais pas, tu les façonnes pas de la bonne façon, en les gâtant. Tu sacralises pas le cadeau, tu sacralises pas l'objet. Moi, combien de fois je me souviens des jouets que j'avais quand j'étais gamin et que c'était pour moi, c'était la plus belle chose du monde, ce jouet. Pour rien au monde, mon Big Jim ou mon Action Joe, alors là, carrément, j'ai perdu tout le monde. Mais tu aurais pu me le retirer, quoi. C'était ma Porsche 911. C'est quoi ta plus grosse erreur d'éducation? C'est intéressant de partager ça entre parents aussi. Je sais que... On a tous fait une erreur en tant que parents. C'est le non. Pas être capable de dire non. Parce que t'es faible, parce que tu penses à autre chose, parce que c'est pratique. Donc tu vas lui dire oui. Voilà. Sur quoi? Par exemple, le meilleur truc, c'est t'es à table, dîner d'adultes. Évidemment, il y a les enfants qui sont là. La conversation l'intéresse pas. Ouais. Je peux avoir ton téléphone pour jouer à un jeu? Oui, tu lui donnes. Or, même si la conversation est pas intéressante, discuter avec des adultes quand t'es un enfant, ça t'ouvre tellement le cerveau, quoi. Alors, en fait, le vrai truc, c'est qu'il faudrait réussir à avoir des conversations qui les intègrent. Ouais. Voilà. Or, t'as la flemme. Parce que t'as envie de parler de Mélanie qui a trompé Jocelyn, et t'as envie de parler d'histoire de festouille, et tu es bien content qu'il soit sur son téléphone à côté. Un peu plus loin, ouais. Ouais, mais c'est de la faiblesse. Je le regrette, ça, à chaque fois. Mais bon... C'est quoi que t'as réussi le mieux? Où tu t'es dit, là, j'ai été bon? À dire je t'aime. Dire je t'aime à mes enfants. Je suis pas issu d'une famille où on s'est beaucoup dit je t'aime. Ça veut pas dire qu'il y avait pas d'amour, mais mes parents sont des gens pudiques. Haute génération aussi, non? Haute génération, tout simplement. Donc, gens pudiques, mère un peu autoritaire et père un peu plus distant. Donc, on se disait pas forcément je t'aime. On se disait je t'aime que dans les moments où ça allait pas. Tu sais, on t'aime, Mickaël, mais là, c'est pas possible. C'est pas ça, je t'aime. Je t'aime, c'est faut le dire là. Je t'aime, Guillaume. Tu vois, c'est là qu'il faut le dire. Et donc, j'ai réussi à dire je t'aime à mes parents. Ils m'ont dit je t'aime en retour. Je dis je t'aime à mes enfants. Ils me disent je t'aime en retour. Et ça fait du bien. Ça soigne, hein. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux, ouais. Il n'y a rien de mieux. Tout le reste, c'est... Enfin, il n'y a rien de mieux à part la victoire du PSG en Ligue des Champions. Mais je le mets juste en dessous. Juste en dessous. C'est quand même fou, quoi. Comment t'as fait tenir ton couple pendant autant d'années dans un métier qui n'est pas facile, dans un monde aujourd'hui qui est plus dur? T'es pas prêt pour ma réponse. T'es pas prêt. Faut savoir se séparer. On se sépare à peu près... tous les... je peux pas te dire. On se sépare tous les... Là, tu me dis que ça fait 16 ans. On s'est déjà séparés 2 fois. On se sépare. On se sépare, on s'engueule, on va voir ailleurs, on revient. Voilà. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs et tu dis, bon, finalement, j'ai... Ouais, et puis ça fait du bien aussi d'aller voir un peu ailleurs, de respirer, quoi. Donc, on s'est déjà séparés 2 fois, quoi. Et c'est d'un commun accord? Non. Non, c'est jamais d'un commun accord. Une fois c'était elle, une fois c'était moi, on n'était pas d'accord. Mais bon, tu subis, puis après on se remet ensemble. Et à chaque fois qu'on se remet ensemble, on refait un enfant, donc c'est pas mal. C'est marrant. Donc, Isa, je voulais te dire, j'ai très envie d'avoir un nouvel enfant avec toi. Comment t'as appris cette histoire, on en parlait au début, une infidélité, t'as appris que t'es connu sur la une d'un magazine. Du coup, c'était pas avec Isabelle? C'est un peu...
si tu veux, alors, ça va être ma seule réponse de faux cul de l'émission, de toute la vidéo. Non, je ne dis pas l'émission. Je ne suis pas Enrico Macias. J'ai plus vraiment le droit d'en parler. Voilà, c'est vrai. Non, ça lui fait de la peine. Et parce qu'en fait, tu sais, il y a un truc. On se rend pas compte là. On est combien? On est 1, 2, 3, 4. On est 5 dans la pièce. Il y a tous les deux et puis il y a 3 cadreurs très sympathiques. Et on est là, on est détendu, on parle. Et puis on fait 600 000 vues, 1,6 million. Combien tu fais sur une grosse vidéo? Ça dépend, c'est vraiment très différent. Donne-moi un score qui te plaît. Je sais pas, on va dire 1 million, on va prendre un chiffre rond si tu veux. Et 1 million, dans les 1 million, après elle est au courant. On se rend pas compte en fait. Et en plus, il y a le syndrome de l'interviewé. On en parlait en début quand je te dis que les gens connus n'ont pas forcément des choses intéressantes à raconter, mais en tout cas, tu me poses des questions, donc je te donne des réponses. J'y ai pas forcément réfléchi. Est-ce que tu vas c'est dur de se faire interviewer. Tu me demandes. Tu sais que mon rôle était plus dur. Moi, je suis pas d'accord. Je déteste me faire interviewer. Moi, je suis pas très à l'aise quand on m'interviewe. Mais tu le deviens. Mais en fait, il y a le truc. Il y a petit 1, il y a la maïotique. La maïotique, c'est-à-dire que tu découvres ce que tu penses en le formalisant. C'est-à-dire que je me rends compte en te disant quelque chose que c'est ce que je pense. Et plus je le verbalise, plus ça devient quelque chose d'important pour moi. Et puis il y a le petit 2, c'est qu'à force de répondre à des questions, tu me la poses, la question tu me la... Alors, comment ça va avec Isabelle? Est-ce que tu es toujours avec Isabelle? Dis-moi, est-ce que tu as déjà été amoureux là? On te pose plein de fois la question, tu essayes de trouver des réponses qui sont charmantes, sincères certes, mais charmantes, et tu finis par dire de la merde, dire des conneries, puis forcément dire la vérité. Non pas parce que j'ai envie de vous mentir, mais c'est juste parce que j'ai envie d'être un bon client aussi, quoi. Ouais, et à force, ça m'est arrivé de faire de la peine aux gens que j'aime, et ça, j'aime pas. Donc... ah oui, qu'il y ait des extraits d'interviews qui tournent et après ils te reprochent. Voilà, donc ça, ce sera... tu sais, il y avait une émission dans les années 80 qui s'appelait Le Jeu de la Vérité, animée par Patrick Sabatier, pardon. Oui. Rien à voir, Patrick Sabatier. Et je me souviens de Coluche, qui était interviewé dans cette émission, et tu avais le droit à 2 jokers. Première personne qui pose la question, je voudrais savoir, il attend même pas la question, il dit joker. Ok. Deuxième, oui, monsieur Coluche, je voulais savoir, joker. Il avait mis ses 2 jokers. Et comme ça, il dit, maintenant, j'ai plus. Ok, maintenant, je suis peinard. Donc ça, ce sera mon joker. Monsieur Play. Pas de problème, mais c'est au contraire, il n'y a pas de... Et c'est mieux de dire ça. Ouais. C'est mieux de dire joker. Non, que de dire... Non, mais ça, tu le couperas. Tu es parti en 2024, habiter loin de Paris. Ouais. Dans le sud. Pourquoi tu as quitté Paris pour le sud? Parce que, alors, il y a plein de trucs. Déjà, moi, j'habitais quartier des Champs-Élysées, et je peux te dire que pendant la période de Gilets jaunes, quand tu te retrouves entre les Gilets jaunes et les CRS avec ta fille à vouloir aller au cinéma, et que d'un côté on te dit dégage et de l'autre côté on te menace de te taper, tu te dis est-ce que c'est vraiment l'environnement dans lequel j'ai envie que ma fille grandisse? Il y a ça. Je suis un vrai Parisien. J'adore Paris. Je me sens bien dans le béton de Paris. J'aime aller au café. Je suis un vrai Parigo, quoi. J'aime aller à la boulangerie. J'aime discuter avec des ivrognes sur le zinc, etc. J'aime ce qui s'y passe, toute la culture que tu en retires, l'énergie que tu utilises, ne serait-ce que dans notre travail à nous. Hein. J'ai besoin d'observer les gens pour pouvoir les parodier, par exemple. Mais je trouve que la société parisienne est devenue trop tendue. Et le climat ouais, j'avais envie de ciel bleu, j'avais envie d'arbres, j'avais envie de chiens qui courent dans l'herbe. Voilà, je suis parti un peu plus à la campagne, et ça me permet d'être un touriste à Paris. C'est-à-dire, quand je viens à Paris, je suis content d'être à Paris, je suis content d'aller faire du shopping, je suis content d'aller au resto, et puis je suis content de vous voir, vous. Je dis, regarde, hein, putain, ils sont avec leurs problèmes de Parisiens, regarde comme ils sont tendus, là. Je t'ai vu arriver tout à l'heure avec ton casque de scooter, les cheveux comme ça, je fais, regarde, le pauvre, il s'est tapé la circulation, alors moi, je m'en bats les reins maintenant. Je crois que c'était parce que tu m'as raconté, tu avais été cambriolé déjà à Paris, ouais, et que tu avais eu marre de ça. Non, mais c'est sûr que ça joue. J'ai eu 2 cambriolages et un incendie. Volontaire? Non, l'incendie... vieille chaudière qui prend feu, qui met feu à la cuisine. J'avais mon chien qui était dans l'appartement. J'ai cru que c'était mon enfant qui était en train d'être cramé. Heureusement, c'est mon enfant qui est mort et pas mon chien. Heureusement. Quel enfer. Non, ni l'un ni l'autre, rassurez-vous. Non, 2 cambriolages, alors... toujours les mecs qui se font cambrioler te disent c'est comme un... Non, les gars, c'est pas comme un... Si vous étiez fait violer, vous sauriez que c'est absolument pas comme un... C'est un vol, c'est très désagréable, ça fait mal. Ça, oui, c'est l'intimité. T'as l'impression qu'on te fouille. Oui, mais c'est pas comme fouiller dans ton vagin, c'est pas pareil. Pardon. Donc c'est extrêmement désagréable. 2 fois en plus, dans 2 maisons différentes.
Toujours dans des moments où il savait que t'étais pas là, par ton agenda. Même non. Une fois, c'était de ma faute. C'est depuis que j'ai arrêté D'ailleurs, depuis, j'ai arrêté de dire sur les réseaux sociaux où je suis. C'est-à-dire, si tu postes une photo de vacances, t'attends d'être rentré. Ouais, exactement. Donc là, on était au ski. Ouais, c'est super, les gars, regardez, Megève, wouh, wouh, wouh. Et pendant ce temps-là, les cambrioleurs, ils étaient à la maison, wouh, wouh. Ils s'éclataient. Et puis, il y a eu une deuxième fois, carrément, nous, on était là. Vous étiez dans la maison. Ouais, ça, c'est plus dur. Hein. Ouais, mais on s'est pas fait saucissonner. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés, il est rentré. Il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Et nous, on était dans le salon et on s'en est pas rendu compte. Ouais. C'est le matin quand t'arrives, tu te dis putain. Ouais, c'était assez chaud. Plus un incendie. Ouais. Quand t'es avec les enfants, c'est chaud de savoir que t'as été cambriolé sans l'entendre. Ouais, non, c'est pas possible ça. Ah non, il faut faire en sorte de mettre ce type de situation le plus loin possible. Ça veut pas dire que j'en suis protégé, hein, mais en tout cas, faut pas susciter trop d'envie, quoi. Je le disais à une copine récemment qui, elle aussi, a été victime d'un homejacking, etc. Je dis, à poster ta vie, qu'est-ce que tu veux? Surtout si tu t'arrêtes pas de montrer, quoi. Donc, un peu d'humilité. Et puis, faut pas essayer d'importer la culture américaine. Je le disais à un pote qui se prend en photo devant un pote chanteur, je tairai son identité, et qui se prend tout le temps en photo devant son jet. Je dis arrête, c'est les États-Unis, ils ont la culture du pognon. Aux États-Unis, ce type d'interview, tu m'aurais demandé au bout de combien t'as gagné cette année, et je t'aurais répondu et ça ne pose aucun problème. C'est pas notre culture. Non, c'est pas notre culture. C'est pas notre culture. On a coupé la tête du roi, nous. Non, mais on est ces gens-là. Hein. On a coupé la tête du roi. On lui a pas dit stop. On lui a coupé la tête. On pense que la société française, on est des raffinés, etc. Non, on est des révolutionnaires. Donc nous, ceux qui ont, on leur coupe la tête. Dans liberté, égalité, fraternité, ce qui nous intéresse surtout, c'est égalité. Il faut que tout le monde est pareil. Voilà. Tu vas oublier un jour ton ordinateur sur ton scoot quand tu pars, je crois, en train, c'est ça? Ouais. Et tu vas être extorqué, enfin, tentative d'extorsion. Ouais. Comment tu oublies un ordi Je suis une friture, quoi. Je suis toujours entre 10 000 trucs à penser. Je perds tout le temps, quoi. C'est 2-3 téléphones par an. Les lunettes, je les compte pas. Ça m'arrive d'oublier des bagages et tout. C'est parce que j'ai un cerveau monotâche. Tu vas oublier ton sac entier avec l'ordinateur. Il y a quelqu'un qui va le récupérer. Ouais. Et qui m'appelle. Mais comment il sait que c'est à toi? Parce qu'il a fini par le craquer, il ouvre, il voit que c'est Michael Youn, il finit par tomber sur mon numéro de téléphone dans mon propre ordinateur, et il m'appelle, il me dit, j'ai retrouvé ton ordinateur. Moi, je dis, oh, mais la joie, tu peux pas savoir, parce que j'ai tous mes scénarios, tous mes projets, toutes mes photos, où est-ce qu'on peut se retrouver? Attends, pas si vite. Je lui dis, ah oui, d'accord, ok, j'ai compris, tu veux des sous. Bon, écoute, mon ordinateur, il vaut 1500 balles, je te donne 1500 balles. C'est bien, non? Il dit non, je veux 30 000. Il me l'a pas dit avec cette voix-là d'ailleurs. Non. Il m'a dit je veux 30 000 parce que je pense à... Ça fait film de Tekken là. Ouais. Non. Et je lui dis mais ça va jamais marcher ton histoire, frère. Je lui ai dit dès le départ au téléphone, je lui ai dit ça va jamais marcher. Comment est-ce que tu veux que cette situation marche? À quel moment je vais te donner 30 000 euros et tu vas me rendre mon ordinateur? Déjà, je vais pas te donner 30 000 euros. Je suis allé voir la BRB et ça s'est réglé en 2 jours. La brigade de répression du banditisme, ils ont pris mon téléphone, ils l'ont branché, ils ont vu le numéro masqué, inconnu, ils ont appelé SFR, ils ont eu le numéro, ils ont géolocalisé le gars, ils m'ont dit rappelle-le, donne-lui rendez-vous là, je vais filer rendez-vous là, voilà, ils m'ont dit tu peux... le rendez-vous? Ouais, il me dit tu peux produire un peu d'argent liquide? La BRB me dit ça, je fais je dis on n'est pas la financière, rassure-toi, je devrais jamais raconter ça. Bon, et donc c'était la dernière interview de Michael. Et donc le gars arrive, et parce qu'il faut un flagrant délit. Donc il fallait que je lui donne l'enveloppe, un échange, mettre la main dessus. Et au moment où il a mis la main dessus, les mecs, ils étaient 17. Et c'était comme dans les films. Il y en a un qui faisait semblant de lire. T'étais stressé ou pas pour le coup là? Non. Tu sais jamais si le mec va prendre mal, il a une arme, non? Non. Là, tu bandes. T'étais excité? Ah ouais. Là, tu bandes dur. Parce que t'es dans un film. Surtout quand t'es comme nous, que t'es joueur, que t'aimes ça, que t'aimes en plus ce type de film, etc. Moi, j'étais. Puis ça m'a fait des T'étais dans un film policier. Ah ouais. Et puis je les ai trouvés tellement forts. C'est-à-dire, le mec, il a même pas eu le temps de faire ça. Il sautait dessus à 17. Puis je te dis, il y en a un qui était caché derrière un journal, avec un trou dans le journal, comme dans les films. Un qui faisait semblant de réparer sa moto, un autre avec 2 potes qui faisaient semblant de discuter, qui était à l'oreillette. C'était génial, quoi. Donc,
il faut quand même que vous disiez un truc. Si vous avez des problèmes avec les flics, parce que c'est au quotidien, dans la rue, dites-vous qu'il y a quand même des flics qui servent aussi à nous protéger et à nous servir. Il y en a, quoi. Il y en a. Non, mais c'est parce que toujours on a l'image de la bavure, etc. Il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Tu vas parler au mec ou pas qui t'a extorqué? Tu vas lui dire, mec? Tu vas aller le voir sur le trottoir? Non, mais là, non. En même temps, après, c'est la police. Ouais, là, il l'embarque. Et... après, ça devient plus ton affaire. Hein. C'est plus ton affaire. T'as pas eu peur qu'il te retrouve, le gars, après dans ta... Je crois que c'est lui qui s'est dit qu'il avait fait une connerie, parce qu'ils sont quand même partis en prison pour ça. Hein. Ils ont été condamnés, ouais. Je crois, ouais. Enfin, je peux pas te dire exactement, mais puisqu'après, moi, je suis même pas sûr d'avoir déposé plainte dans cette histoire. Je suis pas allé au procès ou quoi que ce soit, je crois pas, quoi. Juste, à chaque fois que j'ouvre Facebook, il y a une pub de toi sur des jeux mobiles en ce moment. C'est l'asseoir sur... C'était, là c'est un peu passé. Il y a eu une période quand on a écrit l'émission, là, c'était... Ils sont partis en push de folie, là. Et chaque vidéo qu'on ouvrait, il y avait ça. C'est une campagne, t'as fait une pub pour un jeu mobile. Ouais. Kev s'est moqué de toi un peu avec une petite vidéo rigolote, etc. Ouais. Tu savais que ça allait être autant diffusé? Non. Est-ce que tu l'aurais fait quand même? Ouais. Oui, parce que puis de toute façon, on va pas se mentir, hein, c'est rémunéré quand même. Hein, c'est bien. Pour ça que je l'ai pas fait pour. Et puis, pour l'amour du jeu. Pour l'amour du jeu. Après, le jeu est cool, mais ce qui est bien, la société, elle a bougé là-dessus. On te tient pas à rigueur parce que tu fais de la pub. Au contraire, voilà, on se dit c'est cool. Il y a voilà, c'est une actualité comme une autre. J'y vois pas de problème. Pour terminer sur le parcours, tu as fait Morning Live au départ et après tu vas faire plein de films. Tu as enchaîné La Beuse, tu as enchaîné... C'est François Dezania, le frère de Vincent, c'est ça qui a réalisé d'ailleurs à l'époque ce film. Tu vas faire Les 11 Commandements, c'était inspiré de Jackass à l'époque, les mecs qui faisaient n'importe quoi. Tu as fait plein d'autres films ensuite. Alors nous, c'était plus débile. Jackass, c'était vraiment sur la douleur. Nous, c'était vraiment sur des défis plus cons les uns que les autres, quoi. La fameuse pizza surprise. C'est quoi la surprise? Si je vous le dis, c'est pas une surprise. Puis t'arrives et puis on est 80 avec la pizza, quoi, à rentrer chez le mec et à faire la fête. Voilà, faire un pique-nique au laxatif, avec un toilette à 500 mètres de la nappe du pique-nique, etc., etc. Quoi. T'as eu des problèmes avec les 11 commandements? Il y a eu des procès? T'as eu des galères? Non, parce qu'il y avait un producteur très malin, très généreux, et qui a tué dans l'œuf tous les soucis, quoi. Tous les éventuels procès qu'on aurait pu avoir, il avait le carnet de chèques. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est Fatal qui va vraiment te faire... c'est le personnage qui va le plus marquer ta carrière, vraiment? Oui. On t'appelle encore Fatal. Ouais. Puis parce qu'en plus, c'est un truc qui marche tout seul. C'est-à-dire Fatal chanteur, Fous ta cagoule, Mauvaise foi nocturne, Parle à ma main, etc., etc. Ça marche tout seul, quoi. Je fais des dates de concert, etc., sans que j'ai besoin de venir parler avec toi, d'être en concert, que j'ai une tournée, qu'il faut acheter des billets. C'est un truc, ça marche sans que j'ai rien à faire. C'est vraiment devenu un alter ego qui a sa vie à lui, quoi. Et donc, on va faire la suite du film, enfin, 15 ans après. Ça y est? Ouais. C'est pour quand? C'est pour bientôt. On est en train de l'écrire, donc on va bientôt le tourner, on va bientôt le sortir. C'est entre, 1 an et demi et 3 ans, quoi. T'as mis 15 ans, c'est ça, à revenir? Ouais, 15 ans. T'hésitais ou tu Non, parce que j'aime pas les suites. J'aime pas les suites, mais là, on a trouvé une idée, elle est tellement con, on s'est dit, c'est quand même dommage de pas le faire. Voilà. Puis on avait vachement envie de retravailler ensemble avec le producteur de Fatal. On avait envie de se retrouver. Et en fait, quand on a trouvé l'idée, on s'est dit, on peut pas passer au travers, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé que Fatal était tombé dans le coma pendant 15 ans, et que c'était une idée de malade, que c'était ce qu'on voulait faire. T'as peur du retour des gens 15 ans après? Est-ce qu'on a peur de faire une suite? Évidemment, t'as peur de décevoir, mais c'est pas peur le mot, quoi. T'as pas envie de décevoir, mais tu sais très bien de ce qu'il va y avoir. Il va y avoir des c'était mieux avant, et puis il y en a qui vont dire non, t'as tort, c'est super. De toute façon, je te dis, je regarde pas forcément je fais. L'important, c'est de fabriquer. Faut faire des choses, faut faire. Et dans l'eau, oui, tu fais des erreurs, oui, tu fais des trucs bien, oui, tu fais des trucs moins bien. Il y a ceux qui critiquent, il y a ceux qui font. Mais même pas, je suis même pas à dire qu'il y a ceux qui critiquent et ceux qui font. Moi, j'ai envie de faire des choses, ça m'aide à me sentir mieux dans ma vie, ça m'aide à m'épanouir, ça m'aide à avancer. J'ai envie de faire des choses. Et dans l'eau, je vais en faire des biens, et dans l'eau, je vais en faire des pas bien. Vous allez vendre combien d'albums à l'époque avec Fatal? C'était énorme, ça passait en radio aussi, partout. Je sais pas, mais pareil, ça paye encore des factures. Même 10 ans après, 15 ans après, il y a toujours des droits d'auteur qui arrivent. Je suis l'année dernière sur Spotify, je suis le 50e artiste français.
Alors, je suis pas dans le top 10. Non, c'est marrant. Je suis dans le top 50, quoi. Des artistes français. Et c'est quoi ton actu? J'ai pas d'actu depuis 15 ans. C'est marrant. Ça continue de tourner. Parce que c'est les chansons de soirée aussi, non? Ouais, bien sûr, c'est les chansons de... On appelle ça les chansons de camping. T'as failli mourir une fois pendant le tournage de Lucky Luke. Mais, en fait, les personnages étaient sur des chevaux. Donc, on s'entraîne à faire de l'équitation, avant, en France, chez Louraci. Louraci, c'est la Rolls-Royce des chevaux, quoi. C'est quoi, c'est un dresseur? Ouais. C'est ça? C'est un amoureux des chevaux, c'est pas un dresseur, c'est un amoureux des chevaux. Il y a la maltraitance animale et puis il y a ceux qui aiment les chevaux. Ces deux choses sont hyper différentes. Les chevaux sont pas maltraités, quoi. Les chevaux aiment galoper, aiment trotter, aiment avoir des cavaliers aussi, quoi. Bref, je rentre pas là-dedans. Et donc c'est des chevaux, il t'allume une cigarette si tu le demandes, quoi. Il est capable de faire comme ça avec le briquet. Pour des histoires d'argent, on peut emmener le cheval de Jean Dujardin en Argentine, on tournait en Argentine, on peut emmener... mais mon cheval, moi, c'était pas possible. Donc je me retrouve avec un cheval qu'ils ont trouvé par terre en Argentine, qui ressemble à mon personnage de Billy the Kid, il est mi-cheval, mi-dealer, il a une patte comme ça et tout, Et on doit tourner le lendemain et on me dit on tourne à cheval demain, ce serait bien que tu prennes contact avec ton cheval, quoi. Et je dis où est le manège et il me montre un endroit. Je dis mais c'est pas un manège de... Un manège, c'est un endroit où on... Il y avait un pré qui était entouré avec une clôture et dedans il y avait des engins agricoles désaffectés, une vieille moissonneuse-batteuse rouillée, etc., un vieux tracteur. Je dis c'est pas safe et tout, mais bon, j'ai pas envie d'être chieur, quoi. J'aime pas faire ma diva, et donc je vais faire du poney dans mon enclos, quoi. Et à un moment, mon cheval il devient fou. Et t'es dessus? Ouais, je suis dessus. Il part tout droit et il vise le tracteur. Un tracteur sans roue qui est posé comme ça dans un coin du champ, quoi. Il vise le tracteur, moi je le tire à droite, le cheval il veut aller à gauche et je me prends le tracteur mais de plein fouet. Heureusement c'est ma cuisse qui prend. Tu tombes à ce moment-là? Ah ouais, non, mais non seulement je tombe, mais après le cheval il me traîne pendant 50 mètres parce que le pied reste accroché à l'étrier. Il me traîne devant 50 mètres et j'ai la tête qui s'arrête à ça, des lames d'une moissonneuse-batteuse rouillée, quoi. Là déjà je pense que j'ai perdu la jambe. Donc, je suis transporté d'urgence à l'hôpital de Mendoza. Je pense en vrai de vrai qu'on va m'amputer. Je pleure. Je dis, j'ai perdu ma jambe, je sens plus ma jambe. J'arrive plus à bouger mes orteils, j'arrive plus à bouger mon genou, etc. Et arrête de t'inquiéter, Mickaël, parce qu'en fait, il y avait rien de tout ça, quoi. Il y avait rien de tout ça. Et le lendemain, je tournais, en boitant certes, mais je tournais, quoi. Mais j'ai eu hyper peur. Et je suis remonté et je leur ai demandé une seule chose. Je leur ai dit, je veux bien tourner demain, même si c'est en boitant, mais vous me changez de cheval. Le lendemain, j'arrive sur le tournage. Le même cheval. J'ai dit, putain, il faut du courage pour y retourner. Hein. Putain, vous remontez dessus, là. J'ai beaucoup de respect pour tous les cavaliers. Parce que c'est comme la moto. Tu peux pas faire de moto sans être jamais tombé. Il n'y a pas un motard qui va te dire qu'il est jamais tombé. Les cavaliers, c'est pareil. Ils sont tous tombés un jour. C'est comme les skateurs. T'es tombé 1000 fois si tu fais du skate. C'est pas possible. Donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui tombent, qui remontent et qui vont retomber parce qu'ils le savent. Avant de parler de certains Lem Chauve, juste, tu disais tout à l'heure, tu as eu des énormes succès, tu parlais de Fatal tout à l'heure, et c'était quoi ton film le moins, enfin, que tu as le moins aimé ou qui a le moins marché? Tu disais c'est Incontrôlable tout à l'heure, tu parlais de ça? Non, le film que j'ai fait qui a le moins marché, c'est Héros, un film qui est sorti en 2004, un drame, l'histoire d'un gars qui kidnappe, une sorte de valse des pantins à la française, Kings of Comedy pour ceux qui aiment Scorsese, un mec qui kidnappe son idole, et qui était joué par Patrick Chenet, une sorte de Johnny Hallyday de l'époque. Et c'est un animateur, chauffeur de salle, qui en a marre de ne pas être pris au sérieux. Mais c'est sans doute mon meilleur film. Ah, c'est vrai? Ouais, et pourtant, il a fait 10 000 entrées. Et c'est le film que je préfère de toute ma filmo, c'est celui-là. Putain. Donc comme quoi, je m'en fous. Il y a un moment, c'est important, les entrées, mais ça dure pas, ça. Parce que qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Moi, j'ai ce film chez moi. Je l'ai, vieux, je l'ai en DVD, parce qu'il existe. Comme il est tombé en désuétude, il n'existe pas de façon numérique. Je crois que tu peux le regarder sur YouTube parce qu'il y a quelqu'un qui l'a mis, mais sinon tu peux pas le trouver sur les plateformes. Mais voilà, dès qu'il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et qui me dit montre-moi un film à toi que j'ai pas vu, je lui montre ce film-là. Parce que tu vas faire des films plus sérieux, tu vas faire Carbone, tu vas faire plein de films. Ce film-là était un film sérieux. Ouais. Et pourquoi tu parlais d'Incontrôlable tout à l'heure alors? Parce que c'est sans doute un des plus mauvais films que j'ai fait. J'en ai fait plein des mauvais. Mais je maîtrise pas. Moi, à chaque fois, quand je le fais, je pense qu'il va être bien. J'ai un problème de jugement.
C'est-à-dire, quand je lis un scénar, je me dis, c'est cool, j'ai envie de le faire. Peut-être qu'il faudrait que je sois aidé et que d'autres gens m'aident à lire. Et je salue mon agent au passage, qui doit être furieuse en regardant cette interview. Mais il n'y a pas un jour où tu te lèves, où tu te dis, je vais faire un film de merde. Jamais je vais... Après, tu t'en rends compte parfois, pendant le tournage. Tu te dis, ça va pas être bien. Ah ouais, là, ça va pas être bien. Parce que tu vois que le mec est pas aux commandes, que le réalisateur est pas là. Ça, c'est sûr, ouais. Parfois. Mais une fois que t'es lancé, tu vas pas t'arrêter. Alors, tu fais tout pour améliorer les choses, tu challenges les scènes, etc. Mais quand tu tombes sur des têtes de cons, comme ça arrive parfois, le mec qui veut pas, il veut aller dans le mur, il y a un moment, tu baisses les bras. Tu dis, tu vas pas tous les jours lui dire, tu vas dans le mur, tu vas dans le mur. Et moi, tu fais, vas-y, t'es con, quoi. Au cinéma, il y a Certains l'aiment chaud qui est dispo, ça y est, il est en salle. Je vous mettrai le lien si jamais il est plus en salle au moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous mettrai le lien pour aller voir. Non, parce que les vidéos, elles sont consommées pendant des années. Ouais. Donc si jamais vous le voyez après la période cinéma, je vous mettrai le lien dispo dans la description, directement sous la vidéo YouTube et en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Vous êtes sur votre plateforme. À chaque fois, vous allez sur description et vous pourrez voir le petit lien pour voir le film. T'as dit ça hyper bien et vite. Parce que Deezer, Spotify, Amazon Podcast. C'est les 4 plateformes principales. En tout cas, merci de faire de Légende le premier podcast de France. Puis merci d'être environ 150 000 à vous abonner chaque mois sur notre chaîne YouTube. Waouh C'est beau. Ouais, merci beaucoup d'être. Et on remercie évidemment Lacoste. Exactement. Qui t'a sponsorisé. Quant à moi, je vais remercier Céline qui m'habille. C'est vrai? Ouais. C'est chic aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Certains l'aiment chaud. Vous avez arrivé au Festival de Cannes avec Kev. En calvasse. Vous êtes arrivés tous les deux avec une énorme calvitie forcée. C'était pas coupé, évidemment, c'est du latex sur ta tête. Pendant le film, moi, je me suis rasé la tête. Parce que c'était plus pratique que passer 3 heures tous les jours au make-up par jour. Kev, lui, avait envie de garder ses cheveux parce qu'il continuait en one man, donc lui, c'était du latex. Et à Cannes, effectivement, c'est 2 prothèses qu'on nous met sur la tête. C'est quand même 3-4 heures de boulot. Hein. C'est l'histoire d'un mec qui perd ses cheveux. Kev, il a 30 ans. Il y a 30 ans. Calvitie fulgurante à 30 ans. Il y a un compteur de cheveux au début. Et petit à petit, il y a le compteur de cheveux qui va s'amenuir. Et il perd tout. En perdant ses cheveux, il perd sa meuf, il perd son boulot. Et... Sa femme le quitte à cause de ça. Voilà. Et heureusement, il a un oncle qui est passé par là et qui va l'aider, qui va devenir son partenaire, même si c'est un mec qui est tellement dans le déni. Mais c'est plus le prétexte à faire une comédie un peu, je dirais, à la Joe D'Apato, avec des grosses vannes et des gros gags. Quoi. Vous allez vous retrouver, essayer de tester des traitements plus ou moins foireux. Pour récupérer des cheveux. Pour à la fin peut-être trouver une solution, etc. Mais t'es pas touché par ça, toi, ça. La solution, on sait, c'est la même à tous les problèmes. Il faut s'accepter tel qu'on est. Et une fois que tu as accepté que t'es comme ça, une fois que tu as accepté que tu avais un gros nez, finalement, tu le trouves pas si gros et tu trouves même que ton gros nez, c'est ta personnalité. C'est ton complexe, j'ai vu. Mon nez. Tu disais ça, tu sais que c'était ton nez, ouais. Alors maintenant, ce qui est pas mal, c'est qu'avec l'âge, il commence à y en avoir d'autres. Hein. Faudrait que j'aille un peu plus à la salle, par exemple. Mais bon. C'était ton complexe. Toi, t'as de la chance sur les cheveux. Il y en a qui en ont beaucoup moins. Ouais, j'ai des petits golfs, hein, mais j'ai vu mon père, il a encore ses cheveux, donc normalement, je devrais suivre la voie, ça va. On peut aller voir le film en famille? C'est un film familial? Oui, bien sûr. Avec les gosses, avec les enfants, avec les parents, il n'y a pas de problème? Complètement. Il n'y a pas de festouille. Il n'y a pas de cul? Non, c'est un peu transgressif, mais ça s'arrête pile avant. On va faire rentrer 3 personnes sur le plateau pour terminer. Tu sais que j'aime pas les surprises. Hein. Pourquoi? T'aimes les surprises? C'est des gens avec qui t'as passé des très très bons moments en soirée. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime pas les surprises. Non, c'est des gens que tu connais pas. Il y a 3 personnes. C'est des gens que je connais pas. Je plaisante. On va faire rentrer 3 personnes. Sur les 3 personnes, il y en a 2 qui sont chauves. On a mis évidemment des belles perruques de cinéma. Et tu vas essayer de devoir deviner, sans toucher évidemment, sans tirer sur la perruque. T'as eu peur? Ah ouais, j'aime pas ça. On peut en parler. Sur une émission, ils m'ont fait venir mes potes d'enfance. Et les pauvres, ils essayaient d'être à l'aise, de sortir des vannes. Et en même temps, ça marchait pas. Ça me mettait encore plus mal à l'aise. Ça marche pas, tu le sais tout de suite. En plus, c'est horrible. On va faire rentrer Vincent, Ilan et Lucas. Lucas qui est notre cadreur, en plus de savoir. On avait besoin d'une personne en plus. On va faire rentrer Vincent, Ilan et Lucas. Mais alors, il faut que je ferme les yeux. Les caméras. Non, ils vont arriver. Non, mais parce que... C'est-à-dire que tout ce qui se passe ici, là, ça derrière, ici, tu peux être dupé, ici, tu peux pas. Alors, c'est pas totalement chauve, ils sont dégarnis, on va dire.
très dégarnis, un peu comme toi au Festival de Cannes. Tu as des cheveux sur les côtés, ils sont un peu comme ça, un peu moins, mais un peu comme ça. On les fait rentrer, c'est parti. Allez, ça y est, on va faire rentrer les trois. Bienvenue, vous pouvez venir. Donc il y a Vincent, ensuite à côté il y a Ilan et il y a Lucas. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Guillaume. C'est marrant parce que il y en a que je connais, il y en a que je ne connais pas. Finalement, je ne sais pas ce qui est la prod à organiser. Exprès, je ne voulais pas savoir à l'avance. Est-ce que juste tu peux dire qui tu es, Vincent, ce que tu fais dans la vie, parler 30 secondes, et puis après, Mickaël va nous dire, d'après lui, qui est chauve ou pas. Ouais. Alors, je m'appelle Vincent Gossignac, je suis acteur. Ça fait quelques années que je suis acteur. J'ai fait d'autres choses dans la vie, mais actuellement, je sors d'un long métrage. Je suis aussi à l'affiche d'un clip musical, du groupe Les Odds, où j'interprète un directeur au caractère irascible qui essaie de former ses employés, mais qui avec beaucoup de mal. Je suis également directeur de prison dans un court-métrage. T'es très sérieux. Hommage à Robert Badinter, aux côtés de Guillaume Gallienne. Et... Beaucoup Guillaume Gallienne. Merci beaucoup. Voilà. On va passer le micro à Ilan. Ilan, tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? Bonjour Guillaume, bonjour Mickaël déjà. Alors moi je suis acheteur, je viens de Paris. Et bon, jusque-là j'ai habité aux États-Unis pendant 1 an. Je viens à peine de rentrer. J'étais à Détroit, la ville d'Eminem. Et là je suis de retour, je vais bientôt travailler. Ok, merci beaucoup. Et toi Lucas, tu es le cadreur? Bah ouais, moi je suis cadreur, à côté je suis réalisateur, je fais des courts-métrages avec mon frère et voilà. Je cherche à rentrer dans le cinéma. Bon, déjà, Lucas, il est grillé, c'est sûr, quoi. Pourquoi? Lucas, il est en perruque. Évidemment, il est en perruque. Hyper vexant. Ouais, je sais. Ouais, parce que je suis dans un projet de pouce. Ouais, bien sûr. Non, mais Lucas, c'est notre cadreur. Et Lucas, c'est grillé, déjà, direct. Direct. La perruque, elle est un poil épaisse. J'ai mis de la prod. Direct, j'y crois pas une seconde. Évidemment. Non, attends, juste, honnêtement, Mickaël, si tu croises dans la rue, tu te dis qu'il y a un problème ou pas? Non, mais il a une coupe de cheveux qui va pas avec sa personnalité, t'y crois pas. Je crois pas que Lucas soit coiffé comme ça. Je n'y crois pas une seconde. Parce que c'est de la même couleur que sa barbe, t'as remarqué? Il y a eu un travail de... Ouais, pas ouf. Non, mais... Non, il a plus de... pas dans la couleur naturelle. Et il a plus de roux dans sa barbe. Est-ce que tu peux enlever la perruque ou elle est effectivement... Et voilà, et là, c'est sa personnalité. Le gars, Voilà. Ilan, c'est ses cheveux, c'est sûr. J'enlève la perruque ou... Vas-y, tu peux enlever la perruque, Ilan. Voilà. Et là Vincent, c'est bien fait quand même. Là où ça devient tricky, c'est Vincent. Vincent. Est-ce que j'ai le droit de lui demander quelque chose? Oui. Tu peux faire un tour sur toi-même? Bien sûr. Je peux faire un tour sur moi-même. Ok. Ah putain. Vincent, tu sais quoi, je sais pas. Vincent, il a une perruque. T'imagines la jette s'il n'y a pas de perruque. Vincent, il a une perruque. Ou alors, il est allé faire des implants au même endroit que mon personnage. Et J'ai un droit de réponse, bien sûr, Guillaume. Évidemment. Donc, je n'ai pas d'implant, Mickaël. Passe-toi la main dans les cheveux. Et je porte... Oh, suspense. Une perruque dans ma poche. Une paire de lunettes. Une paire de lunettes. Non, passe-toi la main dans les cheveux. Non, tu n'as pas de perruque? Non, mais là, fais ça. Si, c'est une perruque, évidemment. Bien sûr qu'il a une perruque. Non, mais c'est pas au vieux singe qu'on apprend. Ça aurait pu marcher s'il avait été collé. Attends, tu peux l'enlever pour voir ou pas? Bien sûr. Histoire de voir ce que ça donne. Voilà. Merci beaucoup. Merci Vincent. T'as vu quand même? Bien joué. Ouais. Toi, j'avais un doute quand même en vrai quand il est arrivé. Non, mais c'est normal. C'est-à-dire que les cheveux des perruques sont jamais autant vivants que les vrais cheveux, quoi. Là, tu fais plus directeur de prison. Là, tu fais plus ou chef d'entreprise. Ou chef d'entreprise, voilà. Tu fais plus effectivement. Donc on voit ici 2 positions radicalement différentes par rapport à la calvitie. C'est-à-dire Lucas, plus jeune, a décidé de s'assumer complètement et très tôt. Il s'est dit, je vais pas me battre contre un truc que j'ai plus, je vais me raser la tête. Comme dans le film d'ailleurs. Et je me laisse pousser la barbe. Tu sais pourquoi est-ce que Lucas a la barbe? Non. Parce que... Tu vas nous dire après si c'est ça, Lucas. Tu as besoin d'avoir quelque chose dont tu dois t'occuper. Sinon, tu as la même tête tous les jours. Si t'es chauve, enfin si t'es crâne rasé et que t'as pas de poils là, le matin, t'as rien à faire. Et t'as quand même besoin de moduler ton visage,
tiens, un jour je suis plus ceci, un jour je suis plus cela. T'as besoin d'avoir quelque chose que tu dois faire. C'est pas pour compenser ce qu'il a pas au-dessus. C'est pour avoir quelque chose à faire. Ouais, c'est pas faux. Mais j'avais la barbe quand j'avais les cheveux. En fait, mon père a pas de cheveux. Et du coup, j'ai compris que j'allais les perdre très tôt. Et du coup, j'ai fait des dreads, des trous. Et en fait, je me suis cramé le crâne. C'est pas une calvitie, une alopécie ou quoi. C'est-à-dire? Bah, c'est qu'en fait, j'ai fait des dreads, des décolorations à foison. Et en fait, je me suis brûlé les cheveux. Et du coup, après, genre, ça me faisait chier. Parce qu'en fait, du coup, ça me fait la coupe à. Enfin, une coupe. Tout le tour, en fait, toute la coiffure du haut. En fait, il y a moins de cheveux. Mais il y en a toujours un petit peu. Et du coup, je suis juste dans le moment chiant où je rase tout le temps pour... Ah, t'es entre les deux, donc du coup, tu t'es dit, je prends de l'avance. Ouais, Mais il a accepté. Rappelle-moi ton prénom. Vincent. Vincent aussi a accepté. Et Vincent, non seulement il a accepté, mais il en a fait un atout. C'est-à-dire qu'il a décidé de garder sa calvitie un peu telle qu'elle, un peu old school, là, on va dire Gérard Jugnot, à la Vincent. Et il en a fait même un argument professionnel, puisque ça lui donne un emploi. Il a du caractère avec cette coupe-là, et c'est pour ça qu'il tourne en tant que directeur de prison, chef d'entreprise, etc. Parce qu'il a une tête singulière. Tu as quel âge, Vincent, toi? Vous me donnez quel âge, Michael? Alors, attends, 37. il y a un piège si tu dis ça. Guillaume? 37. Bah non, mais je dirais, si tu joues des gardiens de prison, enfin des directeurs de prison, je dirais 50, mais tu es plus jeune que ça. Non, il a moins de 40. T'as moins de 40? J'ai plus que 40. Ouais. C'est vrai? Ouais. T'as quel âge? Michael, deuxième chance? Il est très dans le mystère. Hein. Bah, si t'as plus de 40, bah, t'as 42. On n'est pas loin tous les deux. Ah ouais? Ouais. T'as 49? On n'est pas loin, j'ai dit. Ouais, vas-y, c'est pas une jeune fille. Il n'y a rien à gagner. Hein. On parie. J'ai 50 ans. T'as 50 ans. J'ai 50 ans. Ah, j'avais bon, en fait. Ah ouais. T'as 50 ans, bon, tu fais plus jeune, en tout cas. Merci. Avec ou sans complément capillaire? Merci à sa chance. Ah bah non, mais ce qui est sûr, c'est que ça rajeunit. ça rajeunit d'avoir des cheveux. Ça rajeunit. Et j'ai découvert ça il y a qu'un an. Ouais, ouais. Ah, mais pourquoi tu la mets tout le temps? Non, je la mets occasionnellement. ta perruque? quand je tourne. Oui, c'est mon complément capillaire. Ah, c'est. Enfin, pardon. Oui, c'est plus joli. Ouais, ouais. Alors, c'est que c'est pareil dans mon film. Hein. Enfin, dans le film, c'est pas. On dit pas perruque. Ah non, ça vexe. Perruque, c'est déguisement. Ouais, ouais. Perruque, c'est capillaire. déguisement. Ah, d'accord, c'est la tienne. C'est tout à fait. Oui, c'est mon Pardon, je t'avais complément pris, j'ai capillaire. posé. Ok. Ah, ok. C'est pour ça qu'elle va bien. C'est en fonction des rôles? C'est en fonction du casting que je choisis. Effectivement, je choisis mes personnages. Et je cible effectivement et je coiffe. J'arrive à le coiffer de différentes façons en fait. T'en as plusieurs ou c'est toujours la même? Pour l'instant, c'est la première. Ah, il y en a qui en ont plusieurs en fonction des On soirées. peut choisir des longueurs de cheveux, on peut également choisir des couleurs différentes. J'ai l'avantage effectivement d'avoir un visage qui s'harmonise avec beaucoup de choix de couleurs. C'est des vrais cheveux? Tout à fait, c'est 100% naturel, oui. Et donc, alors toi, c'est uniquement à des fins professionnelles? Oui. C'est pas personnel? Non. C'est-à-dire, dans ta vie de tous les jours, tu vas pas aller mettre un complément capillaire pour aller au Non, restaurant? mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'assume tout à fait ma calvitie. C'est ça. Merci beaucoup. La réponse à la calvitie, c'est faut s'accepter tel qu'on est. C'est dans certains Lem Show, du coup, si vous allez voir au cinéma, Il faut- il y a une finalité qui rapproche un peu de ça, où il faut un peu, à un moment donné, mieux s'accepter que d'essayer de lutter. C'est ce que va faire ton personnage à la fin. Je sais pas si je spoil peut-être un peu trop le film, là. Non. Merci, les garçons. On remercie en tout cas pour la tienne, Lucas, puisque nous, on n'en avait pas directement. Mais voilà, boutiquedelaperruque.com nous a prêté voilà, ce complément capillaire. Donc, merci beaucoup à eux. Je suis désolé d'avoir dit un boutiquedelaperruque.com. peu de mal et de dire que c'était grillé. En fait, je retire. Merci les garçons, je vous laisse Merci, repartir par là. Merci beaucoup à tous les trois, Vincent, Merci. Ilan et Lucas. Et voilà, Certains Lem Chauve qui est dispo au cinéma. Merci Mickaël d'être venu. C'était cool, hein. On a pu parler et prendre le temps un peu. Ça fait du bien aussi, je trouve pas, de prendre le temps de parler. C'est important en tout cas, le temps nous permet d'obtenir la nuance. C'est-à-dire que si tu passes 1 heure à regarder Guillaume avec Mickaël, tu en sauras un peu plus sur Mickaël. Alors que si tu te fies juste à un truc de 20 secondes, voilà, je suis pour les podcasts. Passez du temps à écouter les gens. Informez-vous, cultivez-vous, prenez le temps. La nuance disparaît. La nuance, c'est la vie. La nuance, c'est l'harmonie. C'est l'intelligence. Ouais. Les choses sont pas aussi manichéennes. C'est pas blanc ou noir. Ouais, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir quelques heures du Sud. T'es remonté là, tu fais quelques promos Oui. pour le film. Oui.
Ne t'inquiète pas, j'ai quelques activités parisiennes. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te revoir. Yes. Merci à vous tous. Chez vous, tous les mercredis, vendredis, dimanches, je vous mets 3 interviews ou documentaires sur Légende. Merci d'être là de plus en plus nombreux. Je vous le disais, n'hésitez pas à vous abonner. Plus vous êtes nombreux, plus ça nous permet d'avoir des invités exceptionnels, comme Mickaël aujourd'hui. Donc, si vous avez 2 secondes, n'hésitez pas à commenter l'émission, même si tu ne les liras pas. Moi, j'aime bien lire pour avoir vos retours aussi. Mais toi, t'es obligé. Moi, j'aime bien comprendre. Oui. J'écoute beaucoup les retours. Tiens, il faudrait Mais faire attention sur ça, à la dictature du pouce vert, quoi. Oui. Parce que il faut pas avoir peur des pouces rouges. Ça veut pas dire qu'il faut les chercher, mais il faut pas en avoir peur. Non, mais quand vous likez l'émission, ça nous aide vachement sur l'algorithme, ça fait vachement monter sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à mettre Mettez des pouces verts. voilà, des likes, ça nous aide. À mettre la petite cloche pour être au courant de la Ça prochaine n'existe plus les sortie. pouces verts. Enfin, j'ai dit pouces verts. Non, on dit des likes maintenant. Oh, alors là. Boomer. Et en podcast audio, C'est sympa ton émission. Hein. vous pouvez venir en podcast audio aussi si vous êtes sur la route, si vous êtes au sport, en train de cuisiner. Vous pouvez mettre. T'écoutes des podcasts aussi parfois ou Ouais, j'aime. des consommateurs plus de vidéos? Non, podcast, je triche un peu et il y a des bouquins que j'ai pas envie de relire, que j'écoute comme ça, c'est assez pratique. J'aime bien les podcasts américains, surtout ceux qui sont transgressifs. Et j'aimerais bien faire un truc comme ça. Est-ce que, tiens, petite question, est-ce que ce qu'on écoute en audio est exactement la même chose que ce qu'on voit en vidéo? Exactement la même chose, ouais. Ouais. D'accord. Donc Parfois, c'est la même personne qui monte. Alors parfois, ça nous arrive d'enlever un petit moment qui est trop visuel. Ça peut arriver. Tu vois, parfois on fait des happenings, des surprises dans l'émission. Si c'est trop visuel, ça n'a pas d'intérêt et on enlève sur. Mais sinon, on laisse la même chose. Voilà. En tout cas, bon, merci d'avoir préparé toute l'équipe. Merci d'avoir préparé l'émission avec moi. On se retrouve très vite, de toute façon, pour une prochaine vidéo tous ensemble. Ciao tout le monde.